Salut, c'est Quentin et vous écoutez Rust and Dust, le podcast qui va explorer et faire découvrir les recoins obscurs de la pop culture. Pour cet épisode, nous revenons avec Thibaut Claudel, aka République, sur le film 28 Years Later The Bone Temple, sorti en France mercredi dernier, le 14 janvier 2026. Salut Thibaut, tu vas bien ? Très bien, merci pour l'invitation, mon cher Quentin. Merci beaucoup d'avoir accepté, je suis très content de te retrouver ici, on s'était déjà croisé quelques fois sur le coin pop, mais merci beaucoup. Ouais. Vous connaissez Thibaut pour ses deux podcasts Outrider et Landrider. Tu es, sauf erreur de ma part, narrative designer et scénariste C'est ça. sur les jeux vidéo Ever Siege Untold Ages, UFO Robot Grandizer et l'excellent Aliens Dark Descent. Tu as récemment écrit pour Metal Hurlant et sorti 2 livres pour Feur d'édition, un sur Star Wars et un sur Warhammer, comme tes 2 podcasts cités précédemment. Exactement, et bientôt d'autres choses, j'espère. Teasing. Je voulais d'abord te demander un peu très rapidement quel était ton rapport avec cette saga, s'il te plaît, parce que je sais pas du tout comment toi tu as découvert ces films-là et un peu est-ce que du coup par la même occasion tu avais beaucoup d'attentes pour ce nouveau film et ou son film précédent du coup, s'il te plaît? Pas mal d'attentes sur celui-là parce que j'avais adoré le précédent, donc le premier 28 ans plus tard. J'avais aucune idée qu'il y avait une suite, enfin, j'ai l'impression que c'était plutôt bien caché jusqu'à un certain point en tout cas. Et pour ce qui est de la saga, vraiment le premier film, alors moi j'ai grandi dans les années 90-2000, donc ça fait vraiment partie de ces films que j'ai pas vu à leur sortie parce que j'étais un peu jeune, 2002 je crois de mémoire. Ouais. Et par contre, c'est le genre d'œuvre qui, je pense, quand tu as vécu l'époque qui l'inspire, notamment toute cette crise sur la fièvre afteuse au Royaume-Uni, etc. Enfin, il y a énormément de choses que tu voyais, tu vois, au JT de 20h quand tu étais plus jeune, enfin jeune ado, pré-ado, comme c'était mon cas. Et tu savais aussi qu'il y avait cette espèce de revival de zombies, et j'entendais parler un peu les premiers geekos, les potes un peu plus vieux, ou tu vois, les enfants des amis à tes parents qui vont te dire ah ouais, les zombies maintenant ils courent, on parle d'infectés, on parle de ci, on parle de ça, tu vois, c'était un peu cette mode-là. Du coup, je pense que je l'ai découvert quelques années plus tard, un peu en m'initiant aux films de zombies de manière générale. Et c'était, je pense, quelques années avant vraiment le raz-de-marée Walking Dead, etc. Donc, mais je jouais déjà pas mal à des jeux de zombies, des trucs comme ça. Et ça n'avait pas tant marqué que ça à l'époque, sauf pour le côté vide en fait, vraiment les premières minutes du film avec Cillian Murphy qui est tout seul. Et j'avais trouvé ça assez fou. Enfin, et je l'ai revu l'année dernière parce que ma chérie Phobos n'avait jamais vu tous ces films-là. Donc du coup, on a revu le premier et le second qui est beaucoup moins bien. Mais le premier, ça m'a vraiment là remarqué à quel point c'était ancré dans les années 2000, les trucs de l'époque, la façon de filmer, et ce Londres vide, puis la campagne britannique, une fois que tu les as visités vraiment toi-même, ce qui a été Ouais. mon cas, j'ai eu cette chance une ou deux fois, ça a vraiment quelque chose d'hyper frappant. Et en plus, c'est bourré d'acteurs qui sont devenus hyper connus depuis. Donc ouais, j'ai trouvé que rétrospectivement, c'était un film qui avait, même s'il est souvent accusé d'avoir une esthétique un peu bizarre, etc. Je trouve que ça a plutôt bien vieilli en fait, de mon point de vue en tout cas. Je trouve que c'est tellement un style à part que j'ai trouvé ça hyper cool de le revoir avec maintenant ce recul et aussi, enfin tu le sais aussi bien que moi, on vit un peu dans un retour aux années 2000 sur plein de trucs esthétiquement parlant, musicalement parlant et tout. Ouais. Donc c'est assez étrange de voir du coup le film en 2025, c'était alors, et de voir la franchise évoluer enfin, du coup avec ces films-là, les deux derniers. Et je trouve que c'est une évolution, on en reparlera peut-être, qui est assez brillante. Je sais pas trop ce que t'en penses, j'espère qu'on est d'accord. Sinon on débattra. Oui, oui, totalement. Du coup, je te propose de commencer par un rapide retour et récap des 3 films, des 3 premiers films de la saga, entre guillemets. Puis on reviendra ensuite sur 28 ans plus tard, le Temple des Morts en français. D'abord sans spoiler, assez rapidement, puis on passera sur une vraie partie full spoilers, si tu le veux bien.
Nickel. 28 ans plus tard, sorti donc en 2002 et réalisé par Danny Boyle et scénarisé, et je trouve c'est très important, on va en parler ensuite, Oui. par mon chéri Alex Garland. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un podcast dédié sur le scénariste, toujours disponible sur Le Coin Pop, qui s'étaient déjà rencontrés tous les deux 2 ans auparavant sur La Plage, donc une adaptation d'un des livres d'Alex Garland, réalisé donc pour le cinéma par Danny Boyle déjà. Et donc là, du coup, c'est vraiment une œuvre originale directement pour le cinéma, hein. Cette fois, c'est pas tiré d'un livre. Donc, vous le savez, on l'a bien précisé, donc pur film d'horreur dans lequel donc on a un virus extrêmement contagieux qui va s'échapper d'un laboratoire après que des militants activistes aient libéré des chimpanzés infectés vraiment dès les premières minutes du film. Et on a donc un carton 28 jours plus tard et on a la société britannique entière qui s'est totalement effondrée. On va suivre donc Jim, incarné par Cillian Murphy, qui est un homme qui sort d'un coma et qui va donc découvrir un Londres totalement dévasté et vide, et qui va devoir survivre face à donc ces infectés, donc ces nouveaux types de zombies qui sont des humains rendus totalement agressifs par ce virus, et qui sont des zombies tout simplement qui courent en fait. Dans ce film-là, on a aussi, donc on l'a pas mentionné, mais on a aussi Naomi Harris, Christopher Eccleston et Brendan Gleeson, entre autres. On l'a précisé, c'est vraiment un film qui est qui est quand même vraiment ancré dans son époque, mais qui à l'époque était quand même vraiment tourné de manière enfin vraiment novatrice. On a de nombreuses de nombreuses scènes du film qui sont filmées en DV numérique pour rendre vraiment une esthétique le plus réaliste possible. Et c'est un film qui va vraiment, tu l'as précisé, mais vraiment redéfinir le genre du film de zombies moderne à une époque où je pense fin des années 90, des années 2000, je suis pas un connaisseur, mais un fin connaisseur, mais je pense qu'il y avait quasiment plus de zombies au cinéma. C'est un style qui s'était, je pense, quand même globalement fortement épuisé. Et là, cette réinvention via ces infectés qui vont courir comme ça, je pense que ça a vraiment relancé le genre, et tu le précisais, jusqu'à inspirer énormément de films et de séries et de jeux vidéo post-apocalyptiques par la suite, dont notamment et sûrement le plus connu, The Walking Dead, hein, clairement, avec ce personnage principal qui va se réveiller d'un coma dans un monde déjà plein de zombies. Et du coup, ouais, on le précisait sur l'aspect technique, moi c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. C'est un film qui est majoritairement tourné donc en vidéo numérique DV avec des caméras Canon XL1 plutôt qu'en pellicule 35 mm à l'époque. C'est une technique qui est quand même très 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 rare à ce moment-là, qui donne une esthétique vraiment très particulière au film, ajouté aussi à un montage vraiment très nerveux, très épileptique. Et c'est un type de caméra qui permet et on en reparlera tout à l'heure aussi avec les iPhones sur les troisièmes films, mais c'est un type de caméra qui permet d'être beaucoup plus mobile. Et c'est ce qui donne des scènes du coup qui vont être vraiment plus limite un peu acrobatiques, un peu avec des types de plans vraiment inattendus et assez surprenants, et qui sortent des sentiers battus. Ça donne une esthétique assez quand même crue, du coup très granuleuse, un peu presque documentaire par moment. Je pense qu'on en reparlera aussi sur le troisième film, et qui place du coup vraiment le spectateur au cœur de l'intrigue et de tout ce chaos comme ça. Et du coup on va vraiment suivre les survivants, et surtout le personnage de Jim, avec lequel on va vraiment tout découvrir en temps réel comme lui, du coup, sans cette espèce de distance un peu esthétique que le cinéma apporte naturellement. Et moi j'adore cet aspect comme ça, quasiment faux documentaire en fait dans ce premier film. C'est Anthony Dodd Mental qui a la photographie, et qui va apporter apparemment énormément d'idées de mise en scène à ce moment-là. C'est un pionnier du cinéma numérique. Il est souvent aussi associé à Lars von Trier. Il bosse énormément avec Danny Boyle, et il est associé au mouvement Dogme 95. C'est lui qui a en partie popularisé l'usage de caméras vraiment numériques portables dans les années 2000. Et je précise, enfin je parle du mouvement Dogme 95. C'est un mouvement cinématographique qui est lancé donc en 1995 par plusieurs réalisateurs danois, avec entre autres Lars von Trier et Thomas Vinterberg, pardon. C'est un courant qui a pour but de revenir sur une espèce de sobriété formelle plus expressive en fait, qui se voulait plus originale, et qui voulait un peu réinventer le cinéma de l'époque, en le dépouillant vraiment de toute
toute espèce d'ambition esthétique en fait. Je pense que si vous situez un peu le cinéma de toute façon de Lars von Trier des années 90, qui se voulait vraiment plus nerveux, plus vif, plus proche du réel. Et voilà, c'est pour ça que je tiens à le préciser, parce que ça fait partie un peu de ce mouvement-là en fait. C'est pour ça que je voulais mettre ça en avant. C'est un directeur photo qui va remporter quelques années plus tard l'Oscar pour Slumdog Millionnaire en 2008 de mémoire. Et enfin, donc, on a Chris Gill au montage, et je le précise aussi parce que c'est un habitué de Danny Boyle. Il est sur énormément de ses films au montage, et je pense que le montage est très très important dans le film sur le côté nerveux, comme je le précisais auparavant. Et enfin, la musique de John Murphy, donc également un Britannique, avec un thème vraiment qui est devenu, je pense, culte aujourd'hui, C'est clair, In the ouais. House, In a Heartbeat, ouais. Et qui a une musique sur le reste du film quand même très minimaliste, quand même, Mm. électronique, très atmosphérique, que moi que j'aime vraiment beaucoup, qui a quand même énormément changé de style depuis. Je me refaisais un peu sa filmo, enfin j'allais checker tout à l'heure sur IMDb, et il a vraiment changé du tout au tout, je trouve. Aujourd'hui, c'est un habitué de James Gunn. Mhm. Il est sur quasiment tous les derniers projets de Gunn, donc vraiment rien à voir dans l'idée, je trouve. Il a fait des films de zombies aussi, hein, James Gunn, après tout. Il a écrit L'Armée des Morts Ah oui, de oui, Zack c'est vrai. Snyder. Il y a une petite connexion. Tu veux revenir un peu sur le premier? Bah franchement, là t'as hyper bien expliqué l'impact culturel de ce film. Je pense que vraiment c'est un truc qui saisit hyper bien ce qu'est le Royaume-Uni de l'époque. Je suis pas un grand spécialiste, mais ça capte énormément de choses, de ce genre un peu mourant qui revient d'un coup en courant littéralement. Et je Ouais. trouve que c'est assez fou l'impact que ça va avoir, parce que vraiment ça fait partie de ses œuvres. J'ai l'impression que tout le monde connaît le thème, connaît le concept des zombies qui courent, connaît cette scène, même le Hello, tu vois, de Cillian Murphy, et genre tout ça est super connu et très emblématique. Et moi personnellement, quand j'ai découvert le film la première fois, j'avais l'impression que j'avais déjà vu les scènes, j'ai presque Oui. l'impression que dans l'internet naissant des années 2000, c'était des morceaux de films qu'on trouvait sur des. Enfin, voilà, on échangeait des clips, des trucs. J'avais l'impression de connaître ce film. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'objet culturel du moment, tu vois. Ouais. Et ouais, je le trouve vraiment remarquable pour toutes les raisons que tu as citées, et tellement d'autres. En fait, c'est super riche. Mais ouais, et c'est la rencontre, effectivement, enfin, pas la rencontre, mais à nouveau une collaboration entre Garland et Boyle qui fait des étincelles, quoi, clairement. Ouais, avec un Garland jeune en plus à l'époque, je pense qu'il Ouais, a tout juste 30 ans, et qui revient lui d'un peu alors faudrait resituer exactement par rapport à sa biographie, je n'ai pas revérifié, mais qui revient d'un long voyage justement aussi lui en Angleterre justement, et qui a un peu un regard, je pense, de différent sur l'Angleterre à ce moment-là, après quelques années à avoir voyagé, dont aux États-Unis entre autres, et qui du coup, je pense, avec aussi le premier chèque, j'imagine, de la plage dans la poche, et un regard plus adulte, ouais, qui va pouvoir, voilà, tu vois, ouais, je clairement. pense que c'est très intéressant à remettre en perspective aussi à ce niveau-là, À fond. avec un troisième acte aussi, qui revient, c'est très très classique dans le genre du zombie, c'est pas eux qui ont inventé ça, mais qui revient forcément à un truc, au final, est-ce que la menace, c'est pas aussi ton voisin humain, et Ouais, avec tous ces vices-là. Et un troisième acte est quand même assez dur à voir, je trouve, quand même. ouais, Je ouais. crois que je m'en rendais pas compte à l'époque, et en le J'allais dire revoyant il y la a même quelques années, je chose. me suis dit. Ouais, ouais, non, c'est vraiment tendu, effectivement. Mais ça participe, je pense, pas mal aussi, quand je disais que le film avait bien vieilli. Je trouve que justement, par rapport au sujet qu'il aborde, il est assez pertinent, en fait, dans la façon de traiter le truc. C'est assez dur, Ouais, mais c'est pas non plus complaisant ou voyeuriste, quoi. Je trouve qu'il y a un truc ça danse toujours sur un fil, hein, ce genre de scène. Vous voyez, si vous avez vu le film, j'imagine, si vous êtes là. Donc, ouais. mais ouais, ouais, je trouve qu'ils s'en sortent pas mal, et ça préfigure aussi beaucoup des questions de Garland dans la suite de sa filmographie, qu'il n'a pas toujours traité avec autant de subtilité, je trouve, que dans ce moment-là. Mais effectivement, j'aime beaucoup c'est bizarre à dire comme ça, mais j'aime beaucoup ce shift de ton avec le troisième Ouais. acte, où tu penses être sauvé, et en fait, c'est encore pire. Et quelques envolées un peu, limite, alors c'est un grand mot, mais limite onirique, par moment. Ouais, Je pense forcément au passage où il fume à un moment, un soir avant d'aller coucher. ouais, Il y a déjà un peu cet aspect-là, qu'on retrouvera dans le bien sûr. troisième, entre autres.
Ouais, ouais, complètement. J'ai vu que je les avais matés hyper proches les uns les autres l'année dernière. Je me suis dit que ils avaient encore plus exploré ce côté-là, un peu plus aussi la campagne, etc. Et comment elle s'imprègne en fait des gens, ce qui est aussi présent dans The Bone Temple. Mais ouais, 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 franchement, c'est assez ouf de voir en fait le nombre de connexions. Il y a aussi pas mal de. On en reparlera sur les nouveaux films, mais ils creusent énormément de petits points de lore qui sont aussi un peu distillés très tôt en fait dans le premier film, mais même un peu dans le second, je trouve. Et ouais, j'aime beaucoup la façon que le film a de raconter sa propre apocalypse. Tu vois, il y a pas mal de films ou de séries qui en font des tonnes, où il s'agit d'essayer de comprendre. Et là, il y a plutôt un truc. La scène du supermarché aussi, tu vois, par exemple, tu vois, je trouve ouais. il y a vraiment un truc de l'idée d'aller de l'avant qui est super bien. Et effectivement, ça a considérablement influencé Robert Kirkman sur Walking Dead. J'aime beaucoup Walking Dead hein, par ailleurs aussi en comics, mais c'est vrai que c'est assez fou de se voir, enfin, ouais, de revoir le film et de capter tous les moments qui sont un peu directement repris de ce premier film. À croire que les Britanniques font toujours le premier pas pour que les Américains viennent leur voler, faire une plus grosse franchise derrière. Mais ouais, je trouve ça vraiment assez ouf. Rematez-le. Genre, si vous l'avez pas fait à l'occasion des nouveaux films, franchement, ça se remate très bien aujourd'hui, je trouve. Ouais, carrément. Du coup, on peut passer sur sa suite, alors je pense qu'on ira encore plus vite, sur sa suite 28 semaines plus tard, Ouais, sortie donc en 2007. Pure suite, c'est pas non plus du direct ou DVD quand même, hein, je veux pas exagérer, il y a un plus gros budget, il y a un un gros plus gros cast. casting, Ouais. tout est plus gros, tout est plus énervé. On a Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner, Idris Elba et Imogen Poots qui veut jouer un peu le personnage principal du film. C'est réalisé du coup par une toute autre équipe cette fois. C'est Juan Carlos Fresnadillo qui met en scène. Ce n'est pas du tout écrit par Garland. J'ai cru comprendre que les deux, le duo n'était pas du tout concerné sur ce film-là. Mhm. On se retrouve donc 28 semaines plus tard et on a l'armée américaine qui va en fait affirmer que l'infection est maîtrisée. Et en fait, là on est sur des thématiques de reconstruction parce que c'est une reconstruction qui commence à Londres avec la création d'une zone un peu de sûreté. Mais en fait, on va suivre ici deux enfants qui vont franchir le protocole pour retrouver une photo de leur mère et en fait la catastrophe va forcément recommencer. Et du coup, ça va se propager à l'intérieur de cette zone de sécurisée et donc ça va déclencher une nouvelle crise pandémique et avec du coup cette fois des questionnements vraiment purement militaires parce qu'ils sont vraiment encadrés par tous ces militaires là dont Jeremy Renner entre autres sur comment gérer ce genre de situation. C'est vraiment plus cette fois un thriller, film d'action beaucoup plus musclé avec des Ouais. explosions et ce genre Et de des choses. hélicoptères. Et oui, effectivement. Qui va aussi, cette fois, du coup, pas du tout être mis en scène de la même façon. Non. Cette fois, on va mélanger du 35 mm et du numérique. On n'a plus du tout cette même patte et ce même style visuel. On a quand même quelques scènes un peu immersives quand même comme le premier film. Alors il y a une légende qui dit que, alors j'ai jamais trouvé d'infos officielles sur ce truc-là. Je pense que c'est vrai, je veux bien le croire, mais il y a une légende quand même qui dit que la scène d'introduction du film qui est vraiment superbe intense et vraiment intéressante et serait réalisée par Boyle lui-même. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Je sais pas si toi tu crois à ça. Je sais pas, mais c'est vrai qu'elle est vraiment à part du reste du film. Et je trouve qu'elle Ouais, grave. elle place vraiment de manière très maligne en fait l'enjeu, un des personnages. Il y a vraiment un peu de tout dans cette scène. Je la trouve vraiment. Alors que en apparence au départ c'est juste un dîner, etc. Enfin, il y a vraiment Ouais, quelque chose de très malaisant, mais de très malin aussi dans cette scène-là. Et effectivement après comment dirais-je, ça va de mal en pis très vite, et ça va très très vite, et donc c'est aussi super prenant comme ouverture, et la musique qui redémarre, c'est hyper fort et tout, donc je sais pas si Boyd l'a réalisé lui-même, mais en tout cas je trouve que c'est... Peu importe qui l'a réalisé, c'est du très très bon travail. C'est ça qui est assez terrible, c'est que je trouve que c'est un film qui commence hyper bien, et même au-delà de cette scène, je trouve qu'il a vraiment des bonnes idées, et que
son setup, son contexte en fait, tout ce qu'il amène dans les premières minutes et je trouve hyper intéressant. Même là, quand tu le pitchais, j'étais en mode ah, j'ai trop envie de voir ce film. Et après, je me rappelle que je l'ai vu et que du coup, c'est un peu le traitement qui suit pas et qui va un peu, là pour le coup, aussi de mal en pis, quoi. Plus on avance dans le film et plus. Enfin, et moins il a de sens en fait, pas forcément de Ouais. sens, comment dirais-je, d'un point de vue diégétique, c'est-à-dire globalement déjà c'est vrai que c'est pas trop le cas, on sait pas trop ce que font les personnages, mais c'est vrai que d'un point de vue de la tonalité, de ce que ça essaye de raconter, de la magie que pouvait saisir le premier avec ses espaces vides, etc. Enfin, il n'y a rien de tout ça. Et ça part vraiment dans tous les sens jusqu'à effectivement cette scène d'hélicoptère qui décapite des zombies qui vraiment est un peu ouais, enfin, digne de l'armée des morts de Zack Snyder, qui est un film par ailleurs que je trouve plutôt sympa. Mais genre, c'est vrai que ça a rien à foutre là, quoi. C'est assez phénoménal. Il y a vraiment un côté un peu. Je me demande si c'est pas. On n'en parlait pas trop à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, c'était moins médiatisé aussi. Mais ça sent quand même un peu le film qui aurait été confié à une autre équipe, mais quand même une autre équipe de talent, mais qui aurait été massacrée en cours de route par le studio, tu vois. Enfin, parce que on force des stars, on force des concepts, on force Ouais. une scène d'action à tel moment alors qu'elle a aucun sens, mais c'est juste histoire de réveiller le spectateur. Ça fait vraiment film bricolé quand même. Je me suis pas vraiment intéressé à la production de ce film-là. Je sais même pas d'ailleurs si elle a été très documentée, mais j'avoue que ça ressemble quand même beaucoup à ce genre de film dont on connaît un peu les symptômes, quoi. Oui, oui, exactement. Alors, après, je trouve que ça reste très très solide jusqu'à, bah, en fait, jusqu'à ce que ça dérape aussi dans le film, en fait. Ouais, ouais, exactement. L'introduction de ces deux personnages-là, du frère et de la sœur, la recontextualisation, bah, en fait, on a réussi quand même à bloquer cette zone, tout ça, vraiment, enfin, peut-être, je sais plus exactement, mais la première demi-heure est vraiment pas mal. Ouais, 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 je trouve aussi. Mais à partir du moment où ça déraille, et c'est de pire en pire, en fait, je trouve vraiment. Ouais, ça déraille fort et on perd de vue d'ailleurs ce qui, je pense, fait un peu, je crois, le sel du film. C'est cette idée qui sera ensuite réutilisée sur les suites, mais que les infectés euh, sont peut-être pas des zombies comme les autres, pour le coup. Et du coup, c'est vraiment un truc qui est effleuré, qui est abordé, qui semble être, vu l'introduction légendaire de ce deuxième film, vraiment le propos de cette histoire. Et en fait, c'est résolu en une scène et un bisou assez désastreux plus tard. Et du coup, c'est très étrange. On a l'impression que. Enfin, tu vois, si c'était un moyen métrage qui s'arrêtait là, peut-être que tu aurais pu avoir un truc vraiment pas mal, mais c'est tout ce qui. C'est effectivement tout ce qui suit avec tout plein de protocoles sanitaires qui sont pas respectés, l'armée américaine qui est. On ne sait pas trop comment elle aurait réussi à reconquérir Londres vu comment elle fonctionne dans le film. Enfin, après, on a vu pendant le Covid qu'on n'était pas toujours très très bon hein, pour maintenir des épidémies à distance. Donc depuis, tu vois, j'ai quand même un peu envie d'être un peu plus tendre aujourd'hui que je l'ai été à l'époque où j'ai vu le film la première Ouais. fois. Mais j'avoue que ouais, c'est vraiment dommage parce que personne ne parle de ce film parce que je pense qu'il mérite pas tant qu'on s'y attarde, mais je pense qu'il y a des vraies bonnes idées dedans pour le coup. Ouais. Du coup, on peut passer au troisième si Ouais, let's go. si tu veux. Du coup, des années plus tard, alors c'est à peu près justement en parlant de Covid, à peu près en 2020, il semblerait, Garland dit qu'il était donc confiné avec alors son ou ses, je sais jamais, je sais pas, son ou ses enfants, et qu'il a découvert l'Attaque des Titans et The Last of Us, ce qui me semble être assez intéressant à préciser. On est en plein boom Covid-19 et qui va coïncider aussi avec le Brexit en Angleterre. Et je pense que c'est un peu ce qui va un peu faire raviver la flamme et relancer cette idée de projet et de troisième film 28 ans plus tard. Donc on n'aura donc jamais eu le 28 mois plus tard, si ce Hmm. n'est... alors si vous avez l'occasion, je ne sais pas du tout comment on trouve ce truc, il existe un film qui n'a rien à voir officiellement avec cette licence, qui s'appelle 20 months du coup after et non Mhm. later, et qui est vraiment vraiment un gros navet bien ringardos qu'on m'avait offert en DVD. Un ami à l'époque pensait que c'était le vrai troisième film de l'époque, Trop bien. euh, L'anecdote est folle qui n'est par contre. absolument pas le cas, ça n'a rien à voir, c'est juste un autre film de zombies pas terrible. Et j'ai bêtement, et je m'en veux aujourd'hui, jeté ce DVD à la poubelle. Ah Alors non. j'aurais
Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'aimerais trop le retrouver. Et bon, bref, ça se retrouve peut-être sur Vinted à 2 euros, je sais pas. Bref, si vous avez l'occasion, On fera il un existe podcast un faux dessus. film, un faux troisième film, voilà. Et donc, ouais, à peu près en 2020, ils vont relancer cette idée de projet avec donc cette fois, bah, forcément l'idée de resituer l'intrigue 28 ans plus tard, avec un budget beaucoup plus important pour ce troisième film que les deux premiers. On était à peu près à 8 millions enfin l'équivalent en dollars de 8 millions de dollars pour le premier, 15 millions pour le second, et le troisième est à 60 millions de dollars. Bon, il y a une inflation, mais c'est quand même un budget vraiment beaucoup plus important, sans non plus tomber dans le budget de méga blockbuster, et on en reparlera justement après, je pense, de ce statut un peu d'entre-deux que moi j'aime beaucoup. Ouais. Ça reste quand même du très grand public, mais un peu de la niche. Il faut quand même recontextualiser un peu pour les gens. Il y a des gens qui doivent se dire, j'imagine, peut-être plus jeunes ou qui n'ont pas vu les deux premiers aujourd'hui, en 2025, ont dû se dire, oh, fait chier, c'est le troisième, j'ai pas envie de me rattraper les deuxièmes, Mhm. les deux précédents, pardon. Mais pour autant, celui-ci, on peut le découvrir sans aucun problème, sans avoir vu les deux précédents. Et je pense que ce statut est un peu particulier et assez intéressant, je pense, aujourd'hui. Et du coup, c'est un troisième film qui va relancer une nouvelle trilogie, le troisième film de cette trilogie a été validé récemment. Donc, on est au moins on sait qu'il y aura au moins un troisième et dernier qui pourront boucler toutes leurs intrigues. Donc c'est forcément donc Danny Boyle qui revient à la réalisation et Alex Garland qui revient au scénario. Apparemment, ils s'étaient un peu brouillés quand même il y a quelques années et apparemment ils se sont rabibochés pour celui-ci. Euh, Danny Boyle qui va de nouveau présenter plein d'idées de mise en scène complètement folles. Un casting assez intéressant aussi, je trouve. On a Jodie Comer, Aaron Taylor Johnson, Ralph Fiennes et le jeune acteur Alfie Williams qui va un peu jouer le rôle principal, j'ai l'impression, de cette nouvelle trilogie. Mhm. Et donc, pour resituer rapidement, on est donc 28 ans après le début de l'épidémie. Et en fait, à l'inverse de ce qui nous est dit à la fin du deuxième film, on se rend compte que cette épidémie est vraiment que centralisée en Angleterre. Il n'y a que l'Angleterre qui est coupée du monde avec donc ces infectés à l'intérieur sur l'île, et que tout le reste du monde vit une vie apparemment normale. Et cette idée, je trouve, est vraiment très très intéressante. Là où à la fin du deuxième film, on faisait comprendre qu'il y avait des infectés qui arrivaient à Paris directement. Je crois que c'était au pied de la Tour Eiffel, il me semble. Ouais, c'est le Trocadéro, il me semble. Ouais, ouais, complètement. Et donc on va suivre donc une communauté de survivants qui vit eux-mêmes sur une île isolée via une espèce de chaussée défendue comme ça. Et donc on va suivre le couple de Jamie et Ilsa, donc Jodie Comer et Aaron Tyler Johnson, et leur fils Spike, qui vont quitter cette espèce d'enclave. Donc d'abord le père et le fils pour une mission d'entraînement, et ensuite le fils et sa mère pour une toute autre raison. Et ils vont croiser donc la route surtout deux personnages, un personnage donc interprété par Ralph Fiennes, donc le docteur Kelson, et le personnage dont je n'ai plus le prénom, qui est en fait un militaire finlandais, je crois, je sais pas, ou je sais plus, Finlandais ou suédois, suédois, ouais, en tout cas quelque scandinave chose comme ça. pour être bon. C'est ça, et qui va lui du coup apporter un peu un regard extérieur sur tout ça, et apporter un peu le côté justement voilà militaire, et pouvoir poser des questions et répondre à des questions un peu à un moment du récit sur lequel le spectateur pourrait se poser quelques questions, mais en fait à l'extérieur comment ça se passe en gros. Et du coup cette fois il va troquer les caméras DV pour des iPhone 15 Pro en grande partie, et pour recréer une espèce de style comme ça, très moderne et très documentaire et très portable en fait, d'ailleurs, physiquement, pour pouvoir un peu voilà essayer de nouvelles choses. Ils vont créer carrément, je pense que vous l'avez peut-être vu, un énorme rig pour essayer d'y installer, je crois que c'est entre 8 et 20 iPhones simultanément, pour essayer de donner une espèce d'effet un peu style bullet time, Ouais. et avec ces effets de montage comme ça.
à 180 degrés du coup autour des personnages. Il y a un vrai sentiment de liberté, je trouve, dans cette mise en scène. Il y a beaucoup de drones aussi. Et Ouais, il y a des idées de montage comme ça avec des caméras qui se baladent à droite, à gauche des gens pendant l'action. C'est vraiment surprenant, je trouve. Et c'est même un peu déroutant sur certaines scènes au niveau de la mise en scène pure. c'est clair. À la photo, on va retrouver donc le directeur photo du premier film, Anthony Dot Mantle, qui va effectivement lui apporter plein de nouvelles idées complètement folles. Je vous conseille le making of du film qui est dispo sur le Blu-ray et sur YouTube d'ailleurs. Si vous avez envie, il y a vraiment des idées super intéressantes par rapport à ça. C'est vraiment un film quand même très très expérimental, je trouve. Au montage, on retrouve un autre collaborateur fréquent de Danny Boyle, plutôt sur son cinéma un peu plus énervé par moment, comme Trainspotting 2 ou même 127 heures, entre autres. Et enfin, à la musique, rien à voir. C'est un jeune groupe assez éclectique quand même qui s'appelle Young Fathers qui vont faire la bande-son de ce film. Il y a une vraie patte très contemporaine, je trouve, là-dedans. Il y a des éléments très expérimentaux aussi. Il y a des vraies chansons très pop, ça mélange plein de choses aussi, c'est très intéressant je trouve, et cette musique est aussi très cool à écouter seule. Je sais pas trop ce que tu avais pensé de celui-ci, toi de ton côté. J'avais adoré, franchement, je pense que c'est un de mes Cool. films préférés de l'année dernière. Ouais. Et je trouve que c'est à la fois incroyable ce que ça amène à la franchise en tant que développement de franchise à une époque où on n'arrive plus du tout à développer les franchises de manière un minimum intéressante, je trouve. C'est en tout cas mon Ouais. avis de gars qui a lui-même travaillé sur des franchises, donc apprendre avec des pincettes cet avis, bien sûr. Mais je trouve que c'est assez remarquable ce qu'ils arrivent à faire là-dessus. Comme tu l'as dit, à travers notamment tout le travail sur les drones, sur l'utilisation de l'iPhone comme boîtier en fait, et les choix aussi musicaux, je trouve aussi qu'ils arrivent à s'inscrire dans la lignée du premier film sur son côté expérimental, sur son côté film d'une époque. Parce que effectivement là aussi dans le côté l'après-Covid, bah, je trouve qu'on retrouve complètement cette atmosphère-là, beaucoup de questionnements en fait qu'on a pu se poser avant, ou enfin avant, pendant je devrais dire plutôt, et après l'épidémie. Donc, bien sûr, aussi avec les références culturelles de maintenant. Tu citais effectivement Garland, qui avait lui-même cité The Last of Us, qui sans doute aussi doit beaucoup à 28 jours plus tard, Ouais. et du coup aussi l'attaque des Titans. Donc, je trouve que c'est honnêtement. Alors certes, c'est le retour de Garland et Boyle ensemble, donc on était quand même en confiance. Mais je t'avoue que sur le papier, moi, j'étais pas méga rassuré, notamment parce que Garland, ses derniers films à l'époque, ça m'avait pas vraiment. Alors j'ai bien aimé Civil War, donc c'était celui-là, je crois, son dernier travail avant le film. Mais ouais, les précédents m'avaient un peu laissé de marbre. Et donc du coup, je me suis dit, ouah, est-ce que c'est pas la mauvaise idée d'un studio qui ressort une franchise un peu mornée Ah des oui. cartons pour essayer de refaire, tu vois, comment dire, ce hold-up culturel qui est toujours accidentel en fait, tu peux pas le prévoir et si tu veux le forcer, ça marche jamais. Donc je m'attendais vraiment à un truc qui potentiellement aurait pu être super cringe et vraiment, comment dirais-je, un peu, ouais, ouais, juste entre guillemets, un espèce de, ouais, un nouveau plan de studio pour se faire un peu d'argent facilement. Et au final, dès le premier trailer, qui était lui-même un superbe objet, je trouve, avec cette Ouais. chanson anti-militariste, si je ne dis pas de bêtises, etc., il y avait toute une atmosphère qui se dégageait. Et quand on voit le film, waouh, en fait, à quel point c'est riche en termes de lore sur cette franchise, sur ce que ça développe, l'hybridation aussi à des narrations plus. Qui sont un peu macabres, mais voilà, des narrations de jeux vidéo, en fait, comme on dit, et qu'on a tendance un peu à dégrader en disant ça. Mais je trouve vraiment qu'il y a une espèce de mélange qui s'opère, qui est super intéressant. Le casting, il est super fort. Le petit, il est trop fort. Ouais. Aaron Taylor Johnson, je le trouve vraiment super aussi. Euh, Globalement, je trouve que juste l'idée que l'Angleterre ou peut-être même tout le Royaume-Uni en fait soit isolé du reste du Ouais. monde, continue de vivre sa vie, qu'il y ait des hélicoptères qui patrouillent des bateaux. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc hyper particulier et c'est très grimdark aussi dans le côté vraiment british du terme. Ça regarde un peu la mort en face. Un peu l'esprit du Blitz quoi, de la Seconde Guerre mondiale quoi, mais ils y croient encore. Enfin, en tout cas, il y a certains personnages, dont le docteur Kelson, qui y croient.
Et je trouve que ce personnage du docteur, typiquement, c'est euh, Jimmy, peut-être un peu moins aussi sur la fin, mais je trouve que c'est des personnages qui vont vraiment, j'ai l'impression, rester en fait dans la pop culture. Et ça fait, je suis super content d'être invité dans ce podcast pour pouvoir un peu crier tout mon amour pour ce film, parce que il a marché, les gens en parlent, il y aura les deux suites, mais j'ai vraiment Ouais. l'impression que les gens n'ont pas saisi à quel point c'était vraiment balèze. Genre vraiment, je trouve que c'est qu'on puisse être excité à ce point par ces perspectives-là, qu'ils aient réussi à ancrer ces personnages en un seul film et te dire ok, il va en avoir deux autres et tu vas aimer ça, tu vas suivre ça, alors que c'est peut-être un peu bizarre, peut-être un peu niche, peut-être un peu expérimental, quand même un peu risqué parce que comme tu l'as dit, c'est pas non plus 2 millions et un iPhone quoi, il y a du monde derrière, il y a du boulot. Ouais. Et je trouve que c'est ouf ce qu'ils ont réussi à faire pour leur franchise, pour les franchises de manière générale, et aussi en tant que, voilà, à nouveau pour saisir une époque, je trouve ça vraiment, vraiment bluffant, quoi. Et pareil, effectivement, toutes les perspectives que ça ouvrait sont vraiment super, super intéressantes. Donc j'ai adoré ce film. Je crois que je pourrais en parler des heures, mais il faut qu'on parle du deuxième, qui est lui aussi très intéressant. Par ailleurs, on retrouve un certain nombre de personnages, donc ça va, je vais m'en sortir. Mais ouais, j'imagine que tu avais aimé aussi, Quentin, sinon on serait pas là à en parler. Oui, 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 grave. Je le précisais déjà sur le podcast précédent. Mais ouais, c'était un de mes films favoris de l'an dernier et ça restera un de mes films favoris de ces dernières années de toute façon. Ouais, Moi qui aime beaucoup les behind the scenes et les making of, tu te c'est régales. fou de voir à quel point on a l'impression. Alors c'est toujours un peu, voilà, ils nous montrent forcément pas tout, mais on a l'impression de voir à quel point ils expérimentent eux-mêmes et ils s'éclatent eux-mêmes à essayer des trucs. Ouais, Et en fait, il y a un sentiment de liberté là-dedans qui est complètement fou, je trouve, et qu'on ressent à l'écran, en fait. Et exactement. ça, c'est trop frais. Et sans non plus, parce que moi, j'aime des fois les trucs justement expérimentaux, mais sans non plus perdre un public qui serait pas là pour ça non plus. Enfin, c'est Ouais, ouais, vraiment, je vois ce que c'est tu veux toujours dire. cohérent. Ils arrivent à recréer tout un lore et tout un univers. Il y a avec cette espèce de hiérarchie des nouveaux infectés. Il y en a des plus lents, il y a Ouais, des alphas, on l'a pas précisé. Il y a tout un voilà, un c'est bestiaire. codifié. Bah d'ailleurs, un bestiaire très très justement l'attaque des Titans dans l'idée, je pense. Mhm. Et en même temps, on vient de caser des trucs. Ça, je pense que c'est peut-être plutôt Boyle dans l'idée, mais il y a plein d'idées de montage qui viennent mélanger des entraînements avec des scènes historiques du passé, avec quand eux ils s'entraînent eux-mêmes. En même temps, on a des images d'archives de la guerre, Ouais, avec ce poème-là, Boots, Boots, comme ça. Et pour autant, on te raconte un truc profondément touchant et humain et proche de ce trio de familial complètement éclaté, et hyper intéressant. On arrive à suivre le gamin dans cette aventure vraiment de façon pertinente et jusqu'au bout. Et je trouve qu'il se tient, et on en reparlera sur le suivant, mais je trouve qu'en plus il se tient vraiment en tant que film seul en fait. ouais, Tu peux très bien ne pas avoir vu les deux suivants, il pourrait très bien ne pas y avoir eu les suites, et ça reste un superbe film, quoi, vraiment. Enfin, ouais. c'est pour ça qu'on parlait de franchise et de saga avec des guillemets, c'est qu'en plus celui-ci se tient vraiment à lui seul. Et il y a des idées c'est bête, hein, mais de couleurs, franchement, ces espèces de limite de trucs documentaires avec les animaux, les zombies, tout rouge là, avec le Ouais. filtre, le passage où on voit la mer complètement hallucinée, qui sort la tête de l'eau, tout rouge, c'est des tableaux comme ça, vraiment fou, quoi. Ouais, non, il y a une esthétique qui est complètement folle, hein, comme tu l'as dit, et qui va piocher dans Ouais, plein de trucs. Il y a un côté collage, effectivement, avec d'autres extraits de films, des extraits d'archives, c'est très très fort. Et comme je te dis, je pense que ça tient à pas grand-chose. Le côté, ça aurait pu être un boogie-boulga complètement ouais, dégueulasse, tu ouais, ouais. vois, et au final, ils ont vraiment réussi à tenir un truc, et c'est vrai que comme tu le dis, frais, c'est vraiment le terme, parce qu'il y a de l'audace, et néanmoins, on sait qu'on essaie quand même de te raconter un truc. On revient quand même vers des temps forts, vers des développements de personnages. Enfin, c'est pas non plus juste on a pris full liberté et on a essayé de raconter un truc. On sent que c'est comment on renforce, comment on recrée ce côté un peu ouais, sensationnel du premier film où ça partait un peu dans tous les sens, tout en essayant de raconter un truc là aussi touchant, avec bah, ce vide qui nous entoure, que ce soit dans la nature ou philosophiquement parlant, tu vois, de se dire c'est quoi notre place dans la société, dans l'univers. Et je trouve que ça part dans tellement de trucs, parfois avec des images
hyper simple entre guillemets, c'est un alpha à côté d'un arbre au milieu d'un champ et il y a juste la musique. Ouais. Et enfin, tu sais, ça n'a pas besoin de grand chose. Et franchement, ils font un usage assez ouf de tous les outils à leur disposition. Je pense que pour le cinéma, mais aussi pour le jeu vidéo, pour plein d'autres choses, enfin, il faut mater ce film et essayer de le décortiquer pour comprendre ce qu'ils arrivent à amplifier avec des tout petits trucs, mais qui marchent trop trop bien, quoi. C'est vraiment trop fort. C'est trop grave ce qu'ils ont fait. J'aime trop. Et en termes d'écriture, je comprends pas. Genre, c'est peut-être une espèce de mode ou d'effet comme ça, de bulle, moi, juste de mon prisme un peu, voilà, de réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que c'est très facile ces dernières années de taper sur Garland. Il est quand même tout seul à écrire ça. Et moi, je trouve que c'est quand même brillant, tu vois. Alors oui, c'est pas toujours hyper fin, mais globalement, enfin, je trouve ça vraiment, vraiment très, très fort en termes de le Memento Mori. Enfin, je sais pas, il y a des Ouais, scènes vraiment très touchantes. Pour autant, il y a de la place pour des scènes d'action, la relation père-fils, mère-fille, père-fils et mère-fille, fils, pardon. Enfin, il y a, en termes d'écriture, je trouve ça vraiment, vraiment brillant. Oui, Garland, peut-être que ces dernières années, il s'est essayé à d'autres choses qui marchaient moins bien, mais sur celui-ci, je comprends pas. Il y a certaines critiques que je ne comprends pas en termes d'écriture, mais bon. ah ouais, bah, je sais pas, j'ai pas trop vu passer, mais effectivement, c'est vrai qu'il est de bon ton de lui taper dessus. Après, je pense Ouais, aussi parce ouais. que parfois il est un peu un cliché de lui-même. Et j'ai lu une critique du deuxième il y a pas longtemps, je sais plus, c'est un critique américain que j'aime beaucoup, mais qui disait que typiquement dans le deuxième film, il y avait un peu le meilleur de l'écriture de Garland et le pire de l'écriture de Garland. Et je trouve qu'il y a ça effectivement dans cette nouvelle franchise, dans cette nouvelle incarnation en tout cas de cette franchise. Mais il y a le meilleur quoi en fait. Alors que moi personnellement dans certains de ces films qui réalise lui-même, et peut-être que tu vois c'est ça qui lui manque, et je pense que ça doit être difficile pour quelqu'un qui a été réalisateur de bah justement de quand tu es au sommet tu vois de la pyramide entre guillemets, de revenir un petit peu en arrière mais d'être quand même impliqué. Il était là pour toute la presse sur le premier film en tout cas, etc. Ouais. Et du coup je trouve c'est mais ça lui a peut-être fait du bien, tu vois, de reprendre un univers qu'il connaissait, se le réapproprier aussi, pas 28 ans après les Américains, mais tu vois, c'est genre, t'as créé ce truc vraiment unique, c'est devenu un phénomène, ça t'a échappé, on a fait une suite sans toi, tu reviens dessus, mais t'as beaucoup Ouais. mûri, t'as été réalisateur. Et moi, je trouve qu'effectivement, son écriture, elle est hyper crue, quoi. Mais je la trouve vraiment très, très intéressante. Et après, dès qu'elle est portée par des acteurs de. Enfin, je veux dire, Ralph Fiennes, je sais jamais comment on prononce, mais genre, c'est un acteur de génie, quoi. Enfin, genre vraiment. Ouais. Et là, le fait qu'il arrive encore à trouver un nouveau rôle, tu vois, à mettre dans son Hall of Fame des rôles de ouf qu'il a pu jouer, enfin, je trouve ça complètement. Ouais, ça m'avait vraiment troublé, je le trouve assez incroyable, encore plus dans le deuxième film, on va en reparler. Mais ouais, je trouve qu'en fait, l'écriture est aussi beaucoup soutenue par le casting, quoi, parce qu'en vrai, c'est. Mine de rien, c'est là aussi où il y a peut-être une énergie différente, d'autres sensibilités, celle de Boyle qui revient, peut-être nuancer tu vois, les trucs de Garland, mais vraiment, ouais, c'est un putain de film. Je pense vraiment qu'il va rester sur la durée. Et s'il reste pas, c'est pas grave, on se le passera sous le manteau entre initiés, tu vois. Exactement. On peut passer donc au Temple des Morts. Après avoir traité le début de l'épidémie, l'effondrement immédiat de la société et la survie de la civilisation dans 28 jours, la gestion de crise et la critique des institutions militaires et globalement de l'autorité, un peu aussi de reconstruction dans 28 semaines, et donc comment les survivants et leurs enfants vivent et même survivent dans un monde transformé à travers les générations avec des thématiques comme l'héritage et la mémoire dans 28 ans. Ce quatrième volet va lui plutôt s'axer sur l'exploration des conflits entre survivants, je trouve, et il va venir confronter des idéologies vraiment, vraiment extrêmes, entre autres avec donc ce personnage interprété par Ralph Fiennes. Et donc du coup, donc ce deuxième film, 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, a été filmé back-to-back, donc avec le précédent. Il y a eu que 2 semaines d'écart apparemment, et ils se sont apparemment même Nia DaCosta a expliqué qu'ils se sont même littéralement passé le flambeau sur le plateau
plateau, puisque Boyle était là sur une petite partie du deuxième film, alors qu'elle elle était là aussi sur une petite partie de la fin du tournage du premier, ce que je trouve très intéressant à apprendre. Donc c'est donc Nia DaCosta qui va réaliser celui-ci et non donc Danny Boyle. Nia DaCosta, réalisatrice que vous connaissez peut-être pour le très récent Eda, sorti en 2025, disponible sur Prime Video, mais aussi sa réinterprétation, alors suite reboot de Candyman en 2021, qui est un film que je trouve vraiment très intéressant. Elle avait déjà un peu ce rôle justement de reprendre un bébé et de se le réapproprier elle-même dans une thématique aussi assez horrifique, épouvante. Et surtout, je pense pour son MCU, son film du MCU The Marvels, il y a quelques années. C'est donc Alex Garland, comme on l'a dit, qui revient au scénario, et Danny Boyle est toujours là à la production. Cette fois, donc, on va surtout se centrer autour de Ralph Fiennes et de Jack O'Connell, qui était introduit juste dans la dernière scène dans la première et Ouais, la dernière dernière, scène du ouais. film précédent. Et donc le petit Alfie Williams, excellent acteur qui interprète Spike. Donc c'est une suite immédiate de 28 ans plus tard, qui est en gros un film qui se découpe en deux parties qui évoluent en parallèle globalement sur l'ensemble du film, avec le docteur Kelson qui continue ses expérimentations dans son coin, et l'histoire de Spike qui donc on l'avait laissé à la fin du film précédent, à la merci donc du personnage de Sir Lord Jimmy Crystal, donc interprété par Jack O'Connell et son gang de Jimmy, et donc il va se retrouver plongé dans un cauchemar, hein, vraiment, après sa rencontre avec ces gens-là, et donc cette secte vraiment extrême qu'on avait vu à la fin du film précédent. Vous vous doutez bien que ces deux intrigues vont forcément se croiser à un moment ou un autre. Cette fois, le film déplace vraiment le focus, hein. La vraie menace, c'est plus les infectés, c'est vraiment les humains qui survivent. Et on a globalement quand même beaucoup moins d'infectés dans celui-ci. Et on va suivre vraiment Spike, il est au corps du récit dans celui-ci, hein, et même s'il est vraiment plutôt spectateur, observateur dans les deux premiers actes, mais c'est vraiment à travers ses yeux qu'on va quand même vivre beaucoup de passages de ce film. Globalement, c'est un film qui va se recentrer sur quelque chose de plus petit. On explore beaucoup moins tout cet univers et tous ces codes, vu que tout nous a été quand même bien présenté dans le précédent. Il est globalement quand même vraiment plus brutal, moi je trouve. C'est vraiment de l'horreur beaucoup plus viscérale que le précédent, et tout repose énormément sur la performance donc des deux acteurs, Ralph Fiennes et Jack O'Connell. Il y a une vraie quand même passation de flambeau au niveau de la mise en scène de Nia DaCosta. On est toujours dans le même univers, dans le même mood, mais globalement on change vraiment d'idée de mise en scène. À la photographie, c'est Sean Bobbitt qui est directeur de la photo, qui a beaucoup collaboré avec Steve McQueen sur Widows ou 12 Years a Slave par exemple. C'est vraiment quelque chose à contraster avec le film précédent. Visuellement, c'est tout autre chose, mais je pense qu'on en parlera plus dans le détail après. À la musique, c'est l'excellente Hildur Guðnadóttir qui compose, donc compositrice oscarisée pour le premier film Joker et pour la série Tchernobyl par exemple. Donc du coup, l'ambiance sonore, pareil, rien à voir. C'est vraiment émotionnellement, c'est très très dense, je trouve. C'est très sombre. Elle expérimente elle aussi avec. Alors j'ai lu qu'elle avait utilisé carrément beaucoup d'instruments qui ont été créés et fondus dans des vrais os, carrément littéralement, d'animaux. Et chose à noter que j'ai trouvé complètement folle, moi qui adore la musique atmosphérique, il y a deux titres qui sont tirés de l'album de son super groupe Osmium, que j'adore. J'étais vraiment je pensais qu'il y avait que moi qui écoutais ce truc, mais j'étais comme un fou en découvrant ça. C'est forcément deux titres qui sont utilisés sur des passages avec des infectés. Et si vous avez l'occasion, au moins d'aller jeter une oreille, parce que c'est quand même de la musique très particulière, mais sur Osmium, donc c'est qui est une espèce de super groupe. Ils sont 4, il y a une chanteuse, il y a un producteur, donc James
Ginsberg qui est quand même très connu dans le monde de la musique atmosphérique et donc Jürgen Nanotir qui en a profité pour caser son groupe et c'est hyper cohérent, c'est hyper intéressant, c'est peut-être un peu plus globalement des choses qu'on a plus l'habitude peut-être d'entendre dans du cinéma. J'avoue que les expérimentations musicales du précédent film, mais moi j'aime vraiment beaucoup sa partition sur celui-ci. Et enfin c'est Jack Roberts qui est au montage, donc un autre monteur britannique et en fait qui est un habitué des films de Garland. Il avait monté Civil War, Men, Devs, c'est sûr, peut-être même d'autres projets de Garland. Mais ça reste quand même, malgré tout ça, je trouve une vision d'ensemble quand même très cohérente entre ces deux films. Et je trouve que c'était très intéressant de ne pas rester justement que sur le Boyle, vu que là, le propos est quand même, et le point de vue, globalement, est quand même très différent. Je te propose qu'on brasse très rapidement une partie sans spoiler, en faisant très attention si tu le veux bien. Bien sûr, je ferai très attention. Bon, rapidement, et après on ira de toute façon. Globalement, toi, tu as aimé, je crois. Ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est dans la continuité du précédent, avec peut-être un peu plus de tenue, parce que comme tu le disais, le focus est plus resserré. Le style aussi est moins expérimental, sans doute, un peu plus Ouais, conventionnel. On reparlera, je pense, dans la partie spoiler, de certaines scènes spécifiquement qui, je pense, trahissent un peu ce côté un peu plus recentré, un peu moins effectivement expérimental ou exploratoire, quoi. Ça reste vraiment sur deux trois personnages, ou si on considère le groupe des Jimmys comme un seul personnage, on est voilà sur trois quatre persos et on est sur trois quatre lieux. Donc c'est moins riche, il y a moins de choses à analyser, il y a moins de choses à manger. Néanmoins, je trouve qu'il y a des scènes qui sont absolument remarquables, encore une fois sur l'écriture, sur ce que ça peut raconter, la façon que ça a à nouveau de prolonger cette franchise aussi. Ce qui n'était pas forcément ce ouais, que j'attendais en allant voir le film. Après, c'est vraiment le premier film de Nia DaCosta que je vois de ma vie. Je n'ai vu aucun de ses autres films, donc ok. il va falloir que je me penche plus sérieusement. Mon frère m'avait parlé du Candyman, donc il faudrait que j'aille checker ça. Mais du coup, T'as pas vu le Marvel, non? non, ouais, ouais, j'ai pas vu non plus, ouais, ouais. Ok. Donc vraiment, je suis vraiment, j'étais parti pour que ce soit mon premier film d'elle et j'ai pas été déçu. Ça m'a donné envie d'en voir plus. Ok. Et j'aime beaucoup par contre aussi la musique de Hildur Guðnadóttir, la bande son de Joker et ces espèces de cordes là Ouais. qui restent un peu à l'arrière du crâne. Ça m'a vraiment marqué, notamment sur la dernière scène où il est sur la voiture là, que je trouve exceptionnel encore aujourd'hui. Pour moi, j'aurais aimé que le film s'arrête là d'ailleurs, mais et je trouve qu'on retrouve son même travail dans ce film. Ça m'a beaucoup plu du coup aussi, parce qu'il y a des trucs tout à fait, comment dirais-je, planants, atmosphériques comme tu disais tout à l'heure, et aussi on est beaucoup plus, enfin, disons qu'on a un peu plus le temps, même si on va beaucoup plus loin dans la violence, on va aussi, j'ai l'impression, beaucoup plus loin dans une réflexion plus contemplative, tu vois. Et j'ai trouvé Oui. que les deux se nuançaient assez bien, même si du coup, faut quand même un peu s'accrocher. Enfin, je l'ai vu avec ma chérie qui était un peu secouée à la fin du film, alors que le premier film est, je pense, assez violent, mais dans une autre forme de violence. Et du coup, il y Ouais. a une nuance qui s'opère ici qui est assez intéressante. Elle raconte quelque chose. Donc voilà, et j'ai trouvé que les acteurs étaient toujours aussi bien, et j'ai hâte de voir la suite, sans spoiler. Voilà. Ouais, ouais, ben, ouais, pareil, j'ai vraiment adoré. Très, très surpris aussi, forcément, mais dans le bon sens du terme, hein. Je trouve que globalement, on sait jamais trop où on va là-dedans. C'est ça Hmm. qui est très cool, tu vois. C'est pas cadenassé, c'est pas. Euh, Et ça va jusqu'au bout du délire, encore une Ouais. fois, peut-être même parfois un peu trop. Il y a des moments où je t'assure, je serrais un peu les fesses en me disant, mais est-ce que là on va pas basculer dans le ridicule, tu vois? Mhm. Il y a deux, trois passages où j'avais peur qu'on franchisse la barrière. Faudra On que est tu me toujours sur dises cette. lesquels en partie spoiler, alors je suis curieux. Ouais, c'est vraiment ce côté pas du tout conventionnel en termes de rythme, de structure, mais sans être non plus trop expérimental. L'écriture des personnages, toujours vraiment aussi brillant. Et comme quoi, c'est intéressant de voir justement l'écriture de Garland pris entre
d'autres mains comme ça. Ouais. Je le trouve quasiment, même peut-être voir, faudrait un second visionnage et un peu de recul, là on est quand même à chaud, mais quasiment aussi émotionnel, je trouve, que le premier, tu vois, il y a vraiment de super beaux passages par rapport à ça. Tous les potards sont un peu poussés, l'émotion d'un côté, la violence de l'autre. Ouais. Et moi moi, j'adore les suites à Hollywood. Je trouve que c'est vraiment un sujet. Enfin, comment tu passes le flambeau, comment tu voilà. Enfin, et le statut de la suite là-dedans. Enfin, je trouve ça hyper intéressant de savoir comment tu reprends le truc, où on va t'amener un peu globalement. Et tu vois, je me rendais même pas forcément compte que finalement, je savais pas qu'il y avait pas Aaron Tyler Johnson par exemple. Je pense que c'est pas un spoiler. Je savais pas que, tu vois, l'emphase serait peut-être autant mise sur le personnage de Spike. Mhm. Mais pour autant, enfin, ça marche vraiment bien. Le culte satanique ninja Teletubbies, ça marche vraiment bien. Il y a même certains needle drops. Moi, j'ai un peu du mal avec ça aujourd'hui. Enfin, pourtant, j'adore James Gunn par exemple, mais qui sont là, du coup, bah, littéralement des needle drops, voilà, dans la mise en scène qui marche très bien, alors que les musiques citées sont pas forcément des trucs que moi j'aime, mais ça marche là vraiment d'enfer, quoi. Ouais, de ouf. Euh, et il y a des moments où, limite, dans tout cette horreur et tout ce truc-là, je souriais quand même. Il y a des moments où t'as même envie de rigoler tellement c'est barjo, quoi. Ouais, ouais. Et encore une fois, bravo, parce que je m'attendais pas. Enfin, ça marche vraiment bien, quoi. Euh, Voilà, globalement, je pense qu'après, on va peut-être vite glisser. Donc, on va peut-être s'arrêter là pour la partie sans spoiler, je pense. Mhm. Et du coup, je vous préviens, on passe en partie full spoiler à partir de maintenant, mais vous l'aurez compris, de toute façon, on a globalement, je pense, beaucoup aimé celui-ci. Je sais pas trop par où tu veux commencer en spoiler. Peut-être on commence peut-être avec le gang, si tu veux, avec Ouais, le personnage bah. des Jimmys et Par le de début, Jimmy. on va commencer par le début, du coup, Globalement, ouais, je c'est pense. bien. Ouais, bah, j'aime beaucoup Jack O'Connell comme acteur, franchement, je le trouve vraiment très très bien. Gros charisme, je l'ai découvert dans la série sur le SAS Rogue Heroes de la BBC, là, qui est par le créateur de Peaky Blinders, qui est vraiment cool. Un peu fauchax hein, par rapport à un film comme ça, mais du coup, il est très fort dedans. Et du coup, j'étais content de le Que vous retrouver avez là. vu dans Sinners Voilà. récemment, un peu dans un rôle Ouais, plutôt ouais, similaire. le vampire dans Sinners et effectivement aussi dans ce film-là. Il était dans le film de vampire de l'année dernière et le film de zombie de l'année dernière, donc vraiment il est Chapeau. associé à des qualités, à des productions de grande qualité. Ouais, je le trouve assez fort. J'avais hâte de voir ce qu'il allait composer parce que c'est vrai qu'il joue quand même souvent des espèces de barjots, mais qu'il a une espèce de charme et ouais, de chaleur un petit peu qui fait que tu as quand même un peu envie de lui faire confiance. Je trouve que de ce point de vue-là, il était parfaitement casté dans Sinners et il est très bon là aussi. Et tout de suite avec cette scène de la piscine vide, qui est aussi un truc, ils sont au milieu des toboggans pour enfants, enfin tu vois, il y a un truc de l'ordre de l'enfance volée ou détournée ou malmenée, quoi, qui est très bizarre, qui met très mal à l'aise, sachant qu'en plus, enfin, voilà, son personnage est basé sur Jimmy Savile, qui était un DJ britannique connu pour ses nombreux méfaits, abus sexuels et autres. Donc on sait tout de C'est suite ça. qu'on va aller dans le pernicieux, dans quelque chose de bizarre. Et en même temps, on peut pas s'empêcher de trouver ça fascinant. Les perruques, les croix, le fait qu'ils appellent, on comprend ensuite, Satan à venir les rejoindre et à discuter avec eux. Enfin, c'est vraiment très space. C'est vraiment très très space. Mais cette première scène, enfin, moi direct. Ce couteau planté dans la cuisse, là, je me suis dit, ok, ça va être dur. On va être sur un autre truc, on va pas être dans Ouais, la ouais. survie. D'ailleurs, on voit quasiment pas d'infectés en fait dans ce film. Ils sont complètement au second plan. Si ce n'est Samson, Ouais, mais oui, voilà, oui. mais du coup, on n'est pas du tout dans le côté ah mon Dieu, on est tombé sur un groupe. Il y a une scène avec ce même soin de voilà, faire attention là où on marche, pas faire trop de bruit, comment tu Ouais. les infecter. Et c'est à peu près la scène la moins flippante du film, ce qui en fait en dit quand même assez long sur le film. Et ouais, j'ai trouvé que le gang était incroyable et super content pour les différents acteurs qui sont là parce que je pense que les gens en reconnaîtront certains, bah, en fait notamment Erin Kellyman qui était
dans Solo et dans la série Captain America horrible. Ouais. Pardon, hein, mais Mais qui jouait bien, mais déjà. qui jouait bien en fait, et je trouve vraiment qu'elle a un potentiel de fou. Elle a vraiment un visage hyper, comment dirais-je, hypnotique. Et enfin, je veux dire, je l'ai reconnu instantanément malgré la perruque, et je me suis dit, ah putain, est-ce que ça y est, on va enfin lui donner un truc à jouer et tout. Et Bon. complètement. Mais même Jimmy Ma ou Jimina, je sais plus, Emma Laird, super. Globalement, tous les Jimmy sont assez flippants chacun de leur manière. Vraiment quelque chose de Ouais, ils ont des particulier. gueules, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais, dans les gestes, ouais, il y a vraiment une espèce de gestuelle, un truc vraiment très étrange de pièces de théâtre improvisées qui pourrait aussi effectivement être. C'est peut-être là où tu te demandais si t'allais être mal à l'aise ou pas, mais parfois mais je trouve que c'est vraiment. Ouais, c'est pernicieux quoi. Et le taf qu'ils ont fait avec ce cast, ça doit être difficile, tu vois, de doser, d'être à la fois, bah voilà, mettre en avant Jack O'Connell, mais quand même, il y a cette idée de c'est un groupe, ils travaillent ensemble. Et Spike d'ailleurs est un peu effacé dans un premier temps dans le film, vraiment Ouais. invisibilisé en fait. Des fois on a presque du mal à savoir où il est dans le champ, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il y a vraiment un côté, ouais voilà, on lui a volé son identité, et maintenant il s'agit juste de suivre cet énorme taré en fait. Et ouais, complètement flippant, et je pense que du coup lui aussi risque de rester au même titre que tu vois un gouverneur ou ce genre de personnage, tu vois, post-apo, que les gens aiment détester, tu vois. Et du coup, ouais, tu le précisais, je vais quand même appuyer un peu là-dessus. Très, très fortement inspiré, ce personnage de Jimmy, forcément de Jimmy Savile, le présentateur de la BBC, très 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 connu dans l'histoire britannique, beaucoup moins chez nous, mais donc avait présenté Top of the Pops aussi, par exemple, à l'époque, et qui a été même jusqu'à être anobli par la reine. Juste après sa mort, je crois qu'il est mort en 2011, 10, dans ces eaux-là. Et juste après sa mort, donc on aura appris qu'en fait c'était un énorme prédateur pédophile et qui aurait fait plusieurs centaines de victimes. Et en fait, on l'avait déjà compris avec la fin la dernière scène du précédent film, et on se demandait pourquoi, comment, et on l'a un peu compris par rapport à la scène d'intro et la télévision, et par rapport à l'âge qu'aurait pu avoir ce personnage, et ce qu'il aurait déjà emmagasiné étant enfant avant de vivre tout ça avec son père qui était tu vois, d'où la croix inversée pour faire l'inverse du père, les Télétoobies et tout ça. Mais en fait, dès le premier ou deux, enfin dès qu'on arrive dans cette piscine, il est directement sur un siège qui est littéralement le siège du présentateur de sa ville, en fait. Le siège Mhm. dans la piscine, là, orange, en hauteur comme ça, et ben en fait c'est un siège de sa ville. Et en fait, je trouve que thématiquement tout est déjà là. Il y a une scène juste un petit peu après où il va nous dire les Télétoobies avec la télé, dans la télé, dans la télé. Mhm. Et il y a vraiment ce truc-là de est-ce qu'on arrive à suivre des leaders charismatiques comme ça, qui travestissent et qui réarrangent un peu à leur sauce, et qui nous embarquent dans un truc. Et je trouve que ça marche super bien quand tu te dis, en plus, quand tu t'essaies de placer un peu, toi qui es un peu voilà, dans le scénariste et tout, de recontextualiser, de te dire bah ces jeunes là ils ont tous moins de 30 ans, ils ont tous vécu là-dedans, forcément que le grand frère charismatique qui remplit ce rôle de père comme ça, qui les embarque, en fait ça marche, enfin ça. Mhm. Et c'est tout l'inverse du personnage de Ian Kelson, et vraiment toutes ces thématiques-là qui viennent s'écraser les unes contre les autres, jusqu'à, pour moi, le point culminant du film, et ça va peut-être nous permettre de faire la bascule sur Kelson, mais jusqu'au point culminant du film, pour moi, qui est vraiment la rencontre entre les deux, que je trouve extraordinaire. Ouais. Tout est là, en fait. Et du coup, voilà, je pense qu'on peut transitionner là-dessus. Le personnage donc de Kelson, qu'on va lui aussi apprendre à découvrir, parce qu'on l'avait seulement découvert par le biais de Spike et de sa maman sur le précédent. Là, on est vraiment dans son quotidien, dans son temple, et on voit, Mhm. voilà,
avec sa musique et ses expérimentations avec Samson et ses croyances et la façon dont il vit et dont il procède et ce côté voilà religion contre science. Alors, vous savez que je suis un fan de Lost, mais c'est quelque chose qui me fascine vraiment, et vraiment énormément. Et Ralph Fiennes qui a l'air je parlais tout à l'heure du film précédent où Boyle avait l'air de s'éclater. Là, c'est pareil. Je pense que Ralph Fiennes s'éclate et pour autant ça reste très cohérent dans ce que le personnage pourrait. Voilà, on se dit que là, un mec qui vit 30 ans en faisant ça, ça me semble pas déconnant. Avec Samson, moi personnellement, je sais pas toi, mais j'avais très très peur en fait de où est-ce que, enfin, comment ils vont gérer ça. On se doutait que forcément qu'il allait à un moment parler, à un moment ça allait mais là, je trouve que ça marche vraiment très très bien. Et l'acteur d'ailleurs, Chi Lewis Paris, m'a vraiment agréablement surpris aussi. Ça marche d'enfer. Dans le précédent, il faisait très très peur. Ouais. Là, il est vraiment humanisé. Il y a un beau boulot sur ses yeux, sur le maquillage, sur les effets un peu de veines, de blessures et tout ça qui fonctionne très bien Mm. entre ces différents types quand il est énervé ou pas, ou voilà. Et ouais, je pense que tu as aussi aimé, toi, du coup, Kelson. Ouais, 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 bah c'est un personnage que... En fait, c'est rare que je clique vraiment sur un personnage et c'est, je trouve, une dimension que j'essaie de travailler moi-même parce que je trouve que c'est vraiment très compliqué et je pense que dans... Enfin, c'est un truc que j'ai un peu délaissé parce que j'y arrive pas à créer des beaux personnages et je trouve que celui-ci est particulièrement bon et particulièrement beau et un peu dans tous les sens du terme. Vraiment, je le trouve vraiment bluffant et j'avais hâte de le retrouver et de le voir explorer toute cette réflexion autour des infectés, de combattre sa propre solitude, de ce qu'on comprend être son quotidien, d'une forme peut-être aussi parce que c'est quelqu'un qui est vachement présenté comme ayant la solution en fait dans le premier film. Et là, c'est plutôt quelqu'un qui cherche des solutions pour voilà, justement donner du sens à sa vie. On voit très brièvement des photos de sa famille. On voit une habitude Ouais, à écouter certains vinyles et pas d'autres, et à chanter, à danser. Et aussi, en fait, le besoin de connexion, quoi, en fait, qui est forcément hyper fort chez lui. Et je trouve que c'est un personnage qui est assez. En ce moment, j'aime bien les personnages où je me dis, putain, c'est un personnage où potentiellement tu peux t'en inspirer. Enfin, je trouve que ça manque, en fait, des personnages qui semblent être un peu le fruit de leur époque, mais dans ce que ça peut avoir de meilleur, au sens où les réponses que ça peut proposer. Et du coup, la façon qu'il a d'avoir une profonde humanité, en fait, ouais, et de l'empathie, en fait, tout simplement, y compris envers Jimmy, dans la façon qu'il a de s'exprimer envers lui, carrément. il s'amuse un peu de sa lecture du monde, lui qui pense être le fils de Satan, etc. Et c'est là aussi la scène est folle, parce que les deux acteurs sont trop forts, parce qu'en fait, je pensais pas avant qu'il se rende compte que Jack O'Connell, enfin le personnage de Jimmy, pensait vraiment ça. Je pensais que c'était de la Oui, propagande, si moi tu non veux, plus. pour recruter des gens. Mm. Et en fait, on se rend compte que il y croit un peu en lui, quoi, et que face à ce mec-là qui est plus vieux que lui, il a pas l'air peut-être de voir des gens qui sont vraiment, voilà, il le dit, hein, mais vous avez dû connaître le monde d'avant et bien le connaître. Et en fait, Kelson dit que non, et on n'est pas là pour raconter le film, mais j'ai trouvé que du coup, leurs échanges étaient hyper troublants, hyper touchants, et du coup, c'est lui qui a les meilleures scènes avec Jimmy et avec Samson aussi. Je trouve que j'ai réécouté du coup hier en préparation du podcast toute la BO et le morceau Moon. Ouais, Il est extraordinaire, quoi, genre, et voilà, enfin, en toute transparence, moi j'ai pleuré à ce moment-là, je sais même pas pourquoi, et juste de repenser à cette scène, je suis ému, et je sais même pas pourquoi, je comprends pas pourquoi ça me touche autant. Mais c'est parce que c'est sans doute d'une espèce de simplicité, une espèce de pureté qui est complètement dingue, surtout quand, ouais, voilà, on se rappelle que à ce moment-là, Carlson se dit que qu'il faut qu'il arrête, etc. Enfin, c'est assez ouf, et bien évidemment, tout ça va dérailler. Et je trouve que, ouais, je l'ai trouvé ouf. Et c'est là où je me suis dit, bon, c'est sûr que Kelson va rester comme là aussi un de ces personnages typiques du genre, mais, et c'est ce que maintenant on peut dire, je pense, des deux films, parce que même si on s'arrêtait là, je pense que le travail est déjà fait, mais
c'est un genre, le post-apo, où il peut avoir beaucoup de cynisme, beaucoup de l'homme est un loup pour l'homme et pas grand-chose de constructif derrière. Et je trouve que là, au contraire, en fait, il y a toujours l'homme est un loup pour l'homme, mais dans des couches beaucoup plus intéressantes, fascinantes sur le côté. Bah, peut-être que certains ont besoin de la religion, mais regardez ce leur fait faire. Qu'est-ce que la foi, en fait, dans un monde comme ça? Et en quoi on peut encore avoir foi si ce n'est pas Dieu ou d'autres choses. Enfin, je trouve que c'est hyper riche et beaucoup plus malin et bien écrit que certains le diront, sans doute aussi. Et bien sûr qu'il y a toujours cette iconographie ultra métal, et je choisis le terme à dessein dans ce film-là encore plus que dans le précédent, Ah, totalement, ouais. mais je trouve que ça marche du tonnerre, parce que voilà, je pense que tu parlais de cette scène-là sur le côté needle drop, mais voilà, mettre du Maiden en Big 2026, tu vois arriver le vinyle, je me suis dit, bah bien évidemment, on va avoir The Number of the Beast, tu vois, mais genre ce qu'ils en font, c'est clipesque, mais dans le meilleur sens du terme, quoi. Tu les vois kiffer, tu les vois connecter. Ça peut être aussi vu comme une espèce de. Je l'ai vu un peu comme une métaphore du besoin justement de. Bah, tu vois, d'indulgence envers. Bah ouais, t'as des trucs que tu kiffes et tu les remets et tu passes un. Enfin, tu Ah vois, oui, t'as besoin aussi de divertissement d'une certaine manière. oui. Et je trouve que cette scène elle est extraordinaire. Et encore une fois, le shift de comment Kelson retourne ça, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de un peu de la. Enfin, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser aux fables de La Fontaine, tu vois. T'as toujours un mec qui pense être plus malin que le renard. Et en fait, Kelson, c'est le renard, tu vois, et il retourne ça contre lui. Et ça finit pas hyper bien, non plus tout le temps, les fables. Mais il y a quelque chose quand même, tu vois, t'en retires une espèce de. Auprès d'un public jeune, parce que je sais pas si ça s'adresse vraiment aux jeunes, cette franchise. J'espère que la Gen Z va voir ce film. Ouais. Mais du coup, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui est hyper fort. Et je pense que j'aurais vraiment alors du coup, peut-être que ça confirme que c'est pour les maintenant bientôt les vieux cons comme moi, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc qui est hyper émouvant et pertinent quoi par rapport à tout ça dans l'arc de Kelson quoi. Et pour autant, je t'ai pas interrompu, mais pour autant, tu vois, il y a pas eu besoin de il y a pas besoin de flashback, il y a pas besoin Ouais, de tu vois? On aurait pu tomber dans des bien artifices, sûr, déjà, complètement. et pas du tout. Enfin, il suffit de je crois qu'il y avait vraiment qu'une seule ou 2 photos de famille et on est embarqué dans un truc. Enfin, en fait, moi, c'est quand on le voit faire, c'est de son quotidien, en fait. Ça marche Hmm. d'enfer, ça. Ouais, ouais, de C'est ouf. bête, hein, mais Le montage est trop bien à ce moment-là aussi, et ouais, la musique, et comment il doit alimenter son feu, c'est cette espèce de de grue là qui doit opérer. Je me suis dit, bon, bah ça se voit que c'est shooté en back-to-back, même si c'est pas shooté de la même manière, parce que on reconnaît les mêmes décors, mais on sent que ça n'a pas été refait, quoi. Tu vois, c'est ouais. vraiment, c'est le même truc, c'est le même endroit, et Nia DaCosta n'a pas du tout la même manière de filmer. Ils ont d'ailleurs pas repris le truc de l'iPhone, ils ont pas repris le rig, mais du coup, elle a une approche un peu plus, j'ai envie de dire scolaire, mais c'est pas forcément négatif. Elle a vraiment ce côté très nerveux pour Jimmy, il y a le côté beaucoup plus apaisé, beaucoup plus, la caméra, elle est sur une grue ou sur un rail, ou juste sur un trépied, quoi, pour Kelson. Mais, euh, mais justement, en fait, c'est quand Jimmy arrive dans cette espèce de vocabulaire visuel qu'elle a établi et auquel elle se tient assez scolairement, que d'un coup ça devient bizarre et que, tu sais, qu'ils ont cet échange et qu'il lui dit non, enfin, c'est chiant parce que je t'aime bien, mais si tu dis que t'es pas le diable, je vais devoir te buter. Donc, et je sais plus ce qu'il lui dit, un truc horrible. Et du coup, tu vois, je me suis dit, genre, waouh, ça va tellement loin que bien sûr, du coup, un truc aussi ridicule que performer sur du Iron Maiden devient, entre guillemets, la solution narrative. Et je pense que ça marchera pas pour certaines personnes, genre vraiment pas. Mais sur moi, je trouve ça vraiment brillant de, comment dirais-je, du côté incongru de la chose, quoi, tu vois. Le fait que ça tienne Ouais. rend ça hyper beau, hyper touchant, quoi. Et apparemment, Radiohead, c'était Garland, alors que Duran Duran, c'était Dacosta qu'a choisi. D'accord. Bref, bon. Bonne C'est ce que j'avais anecdote. entendu tout à l'heure. Voilà. Et c'est très pertinent aussi. Et au niveau du temple, il y a plein de passages très posés, très. Bah, alors, où, du coup, ils sont littéralement drogués, mais
aérien, il y a plein de plans du ciel, du temps qui passe, de trucs comme ça très simples, mais qui marchent aussi, je trouve vraiment hyper bien, quoi. Ouais, ouais, de ouf. Alors qu'on a l'impression qu'en parallèle, l'autre intrigue, elle se passe quasiment en temps réel, quoi. Ça a l'air Oui, oui. super rapide, tout s'enchaîne quand le personnage donc de Jimmy Inc. Elle se rend compte juste après le bordel le carnage dans la ferme que il y a effectivement potentiellement Satan qui est dans le temple juste à côté. Et du coup, ils y vont dès le lendemain. Enfin, et sur cette intrigue-là, ça va beaucoup plus vite, alors qu'on a limite l'impression, ce qui est pas grave, hein, mais que chez Kelson, ça dure plus sur une semaine, 2 ou 3 semaines, je sais pas, mais même ces expérimentations, qu'elles prennent plus de temps. Et même vraiment, du coup, pour peut-être embrayer sur lui, tout ce passage autour de. Enfin, surtout, tout ce que ça raconte sur Samson, c'est très. C'est pareil, je trouve que ça globalement très positif, tu vois, Ouais. très. À voir ce qu'ils en font avec le troisième, du coup. Je suis très curieux. Bah ouais, j'ai un peu peur qu'ils abandonnent cette intrigue-là, parce que j'aurais du Ouais, mal à voir comment elle revient dans le process, mais en même temps, ouais. juste avec le fait d'épouser son point de vue, de voir que peut-être une partie de la... Enfin, tu vas me dire, Samson pourrait incarner cette intrigue et il n'y a pas forcément besoin d'une explication scientifique, même si du coup on comprend en assemblant plusieurs scènes qu'il y a quelque chose qui voile un peu la réalité dans l'esprit des infectés, ce qui est super intéressant aussi dans la lecture qu'on pourrait avoir là-dessus, de qu'est-ce qui nous rend agressifs, qu'est-ce qui nous fait douter les uns les autres. Voilà, enfin, on n'est pas forcément là pour faire de la politique, je pense que les gens ils verront le symbole qu'ils veulent, mais de, je pense que Garland, qui est quand même souvent accusé d'être un peu un centriste, genre, encore une fois, fait un peu montre voilà, d'indices quand même assez évidents quant à sa méfiance de l'autoritarisme ou du fascisme ou de peu importe la forme que ça puisse prendre, parce que dans le premier film, c'était déjà cette idée de fallait revenir aux valeurs à l'ancienne, à cette image d'une Angleterre un peu glorieuse, médiévale, qui domine le monde, quoi, le monde connu. Et en réalité, bah non, il faut faire 3 pas, sortir littéralement de son île pour découvrir que, bah, en fait, des gens essayent ouais, de se souvenir, essayent de créer quelque chose de constructif. Littéralement, c'est ossuaire qui est à la fois un truc très flippant et en même temps hyper important, humainement parlant. Et c'est un mec qui a été traumatisé petit par les ossuaires à Verdun, qu'il a visité beaucoup trop petit, qui vous dit ça. Mais du coup, je trouve que encore une fois, c'est hyper riche, quoi. Donc j'espère qu'ils vont investir toute cette idée encore. Mais ouais, pas sûr. En tout cas, par contre, la scène où il y a je pense que le côté cathartique aurait gagné à être plus long. Parce que du coup, on passe d'un espèce de flashback, donc vraiment un souvenir pour le coup, quoi, et Ah oui. à une scène de combat que j'ai trouvé finalement assez soft, voire même peut-être même un peu raté, si je dois embrayer sur les quelques défauts que je trouve au film, c'est que il n'y a pas, il y a pas la puissance, on va dire un peu, ouais, en termes d'action, en termes de mise en scène qu'on avait parfois dans 2 3 set pieces du premier, notamment bah, la fameuse charge de l'alpha à travers la presqu'île, qui était hyper belle visuellement, hyper forte en termes de tension. On va pas retrouver ce genre de scène, c'est beaucoup plus intimiste ou pernicieux. Mais du coup, il n'y a pas ces espèces de grandes explosions qui parfois, je trouve, sont assez libératrices dans des films d'horreur. Et celui-là est peut-être un peu plus un film d'horreur que le précédent. Donc j'aurais bien Oui. aimé, moi, que Samson se mette à décapiter tout un wagon, tu vois. Ouais, J'en avais pareil. un peu besoin et j'ai trouvé que ça coupait un peu tôt, quoi. Et j'ai trouvé ça surprenant. Mais j'adore, par contre, ouais, le fait qu'il finisse une phrase en sortant je sais pas si ça t'arrive, enfin, des fois on fait ça en rêvant, enfin tu vois, tu termines une phrase alors que t'étais pas en train de parler, quoi, et je trouve ça hyper fort, quoi. Et là aussi très simple mais très malin dans la façon dans la façon dont c'est mis en scène, le fait qu'il se voit à différents âges aussi, enfin c'est comme ça que je l'ai compris, peut-être c'est son habitude, il venait toujours là, donc c'est comme ça que les souvenirs lui reviennent. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'appartenance, tu vois, à ce lieu, à cette Grande-Bretagne, à ce Royaume-Uni qui est le leur. Et je trouve ça assez fascinant, quoi. Ouais, totalement. Mais concrètement, ouais, je sais pas. Je suis très curieux de savoir. Je suis pas sûr qu'on puisse boucler ce. Et est-ce qu'il y en a besoin? Est-ce que c'est
Est-ce que ce serait pas aussi assez intéressant de finir un troisième et dernier film en se disant qu'il y avait la solution mais qu'on n'a jamais réussi à la, tu vois, à la Ça trouver paraît très Garland dans ça l'esprit. paraît totalement, hein. Ouais. À moins que ce soit Samson lui-même qui aille voir des gens et qui puisse leur parler, leur dire ouais j'étais un ancien alpha, mais j'y crois pas trop. Bah, après selon comment c'est fait, pourquoi pas. Mhm. Mais j'étais à peu près persuadé qu'Elson, je sais pas, laisserait un livre de notes ou quelque chose à Spike en partant, qu'il y aurait une espèce de totem De ou d'objet passation, ou de ouais. truc de passation, bah oui, Mm. quitte à faire un truc littéral, mais j'étais à peu près persuadé qu'il y aurait ce truc-là, du remède, de la potentielle voilà, sortie, quoi, mais même pas. Et moi, alors limite, du coup, et ça, on avance encore peut-être un petit peu, et après, tu n'hésiteras pas si tu veux revenir en arrière, il n'y a pas de problème, mais à l'inverse, ce qui m'a peut-être fait un peu, alors, c'est tiquer avec des gros guillemets, c'est plutôt vraiment la dernière scène. Puisque donc j'avais déjà compris de par la promotion, ce qui est peut-être un peu dommage d'ailleurs, qu'on reverrait Cillian Murphy, que j'attendais pas. Enfin, tu vois, j'étais pas tout le long du film à me dire, bah alors il Quand arrive est-ce quand en qu'il fait, je vais arrive? oublier. Bah ouais, non, pas du tout. On n'est pas chez Ouais. Marvel, on n'est pas. Tu vois, j'attendais pas le truc. Et au final, ben. Là où je trouvais que la dernière scène du précédent était hyper intéressante dans l'idée de se dire en fait ouais, revenez pour la suite, forcément, mais en même temps, c'est quoi ce truc complètement fou, complètement voilà, Ouais. perché, surprenant. Là, en fait, là, ça fait franchise, là, je trouve, cette Ouais. dernière scène, tu vois. Je suis assez Là, d'accord pour avec le. toi, hein. Ouais, Mais bon. en fait, je trouve que je nuancerais ça parce que il y a enfin, c'est une séquence, il y a deux scènes en fait, quoi. Il y a vraiment Ouais, le côté franchise, c'est vraiment le côté on regarde par la lunette du fusil et on tombe sur les personnages, quoi. Il y a le côté un peu accidentel qui fait un peu mal, je pense. Mais j'adore ouais. par contre la scène qu'il a au début, visiblement du coup avec ce qui serait la fille La de, fille, ouais, la fille de lui et du probablement. personnage de Naomi Harris peut-être. Mais, Ouais. mais du coup, et pareil, je sais pas si elle revient, etc., etc. Mais du coup, je trouvais que c'était intéressant, le côté, bah, le côté un peu comique de la fin du dialogue, aussi le côté, bah, lui aussi se remémore le monde d'avant, lui apprend le monde d'avant. Et là, littéralement, on a une référence du coup au monde post-fascisme. Donc, je veux pas être un peu lourdingue sur le côté centriste, mais voilà. Mais donc, du coup, je trouvais ça très, très intéressant. Et je trouve que du coup Murphy, qui a aussi qui est un, qui est un- qui est un acteur qui a énormément gagné en, je trouve, en maturité, en Ah oui. classe et en espèce, en aura, comme on dit de nos jours. Je me dis, waouh, direct, j'ai envie de le revoir justement avec son pull un peu de marin et voir un peu comment il a survécu, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il a construit lui. Et d'un autre côté, je me suis dit, ah, mais est-ce que très vite, c'est pas déjà un truc finalement on aurait vu en mieux dans le premier film de ces trois films. Mais en même temps, ils peuvent. Enfin, je pense que ils n'auraient pas fait tout ce chemin pour arriver sur un espèce de banal legacy sequel, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment une idée à raconter, en tout cas, je l'espère. Ouais, j'espère. Ouais. En tout cas, les deux premiers films semblaient vraiment écrits, filmés, tu l'as dit, d'une traite, mais écrits aussi d'une traite. Donc, Ouais. je me demande, enfin, j'aimerais savoir, on le saura peut-être dans quelques mois, je sais pas combien de temps va prendre le film à être fait, mais j'aimerais savoir est-ce que voilà, à un moment ça s'est imposé à lui, le retour de Murphy, alors que c'était pas nécessairement un truc, tu vois, surtout sur le troisième film, d'une franchise un peu surprise, etc. Je pense qu'ils en avaient pas besoin visiblement pour vendre Ouais. le projet, donc j'ose espérer que c'est pas un simple effet de manche, mais c'est vrai que en attendant, ça fait quand même très surprise. Mais d'un autre Ouais, ouais, côté, ouais. je me souviens que la fin du premier m'avait aussi laissé un peu, tu vois, dubitatif, en mode, ok, il tombe sur ce groupe un peu zinzin. Alors, il y avait le côté zinzin et le côté, putain, c'est Jack O'Connell, faut absolument que j'aille voir la suite, tu vois, parce qu'on était en train de regarder la saison de Drogue Heroes à ce moment-là. Mais du coup, ouais, j'avoue que j'attends de voir, mais c'est vrai que c'est un peu filmé. Et en même temps, en fait, je veux dire, là, je me demande ce qu'ils jouent, ce qu'ils peuvent faire, à tel point on a été. Enfin, ouais, on a Ah été oui, biberonné, Matrixé. tu vois, ouais, Ouais. c'est Mhm. littéralement matrixé, genre le côté Pirates des Caraïbes 2 et 3, Matrix 2 et 3, Seigneur des Anneaux 2 et 3, et puis après 10, 15 ans de Marvel, De super-héros, ouais, ouais, ouais. forcément, tu vois le perso et tu fais, ok, bon, bah, d'accord, tu vois. Et en même temps, t'avais pas non plus envie que Spike soit acculé, et là, d'un coup, il y a un mec qui sort des bois avec un sniper, et c'est Cillian Murphy, et t'es en mode, bon, ok, tu vois. Au moins, on a un aperçu de sa vie, on voit qu'il est au même endroit que dans le premier film Oui. aussi.
ce Ouais, qui en ouais. soi est assez intéressant. Et puis ouais, techniquement, si la fin du premier film est elle aussi canonique, et vu qu'ils ont enlevé le 2 j'imagine que oui, bah il y avait des avions qui passaient au-dessus de chez lui, donc tu vois, on pourrait presque imaginer une espèce d'histoire de correspondance avec le continent. Enfin, est-ce qu'il a des contacts avec eux? Est-ce que il pourrait avoir une espèce de marché noir, hein? Je sais pas s'ils peuvent surveiller tout le Royaume-Uni et toutes les côtes en Oui. permanence. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui viennent sur l'île autres que des militaires pour une raison ou pour une autre? Je pense que ça peut être. Je pense qu'il y a moyen de faire un lore encore assez riche, quoi, en fait, autour de ça. Donc, j'ai envie de croiser les doigts parce qu'ils ont fait une évolution de franchise de ouf. Et j'ai pas envie Oui, oui. d'être un cynique qui dirait ok, ça y est, à Cillian Murphy, c'est bon, on peut tout balayer, c'est de la merde. Non, non, non. Je pense que ça peut le faire. Mais c'est vrai que, en l'état, je vais un peu dans ton sens, c'est pas la meilleure scène du film, quoi, loin de là. Alors de ce que j'ai compris par une des interviews de Nia DaCosta, le troisième est déjà écrit de toute façon, hein. Ok, bon, ça Ou en c'est grande cool. partie, enfin dans ses grandes lignes, et peut-être pas précisément, mais de ce que j'ai compris, Garland avait vraiment écrit les trois à la fois, hein. Ok, Ce qui est logique. rassurant. Même si, clairement, le troisième sortira pas tout de suite du tout, vu qu'ils ont en fait rien commencé. Il a été greenlighté que là, il y a quelques semaines, à l'heure où on enregistre ce podcast. Mhm. Et Boyle est sur un film, et Garland est sur un... Bon, alors, je pense que à l'écriture, il a peut-être pas besoin non plus de retravailler forcément énormément de choses, mais il est quand même sur le très très gros Elden Ring en ce moment, Ah qui oui, doit c'est vrai, lui ouais. prendre beaucoup de temps. Je trouve ça très intéressant d'ailleurs de passer de cette trilogie à Elden Ring, tu vois, toi en termes d'écriture et tout. Enfin, je sais pas si tu connais un peu le lore si tu connais un peu Elden Ring, mais Par la force des enfin, moi, choses, et il faudra un jour que je m'y attaque, mais je suis vraiment une grosse bille au Souls-like, et j'avoue ok, que c'est vraiment pas mon univers, et pour l'instant j'ai pas encore réussi à trouver, tu vois, l'angle d'attaque, mais voilà, je suis devenu un gros fan de Kojima et de Metal Gear sur le tard, donc tu vois, tout est encore possible. tout est possible. Je ferme pas la porte, mais voilà. Je l'aurais plutôt vu, tu vois, typiquement sur un Metal Gear. Mais je pense que c'est peut-être Ah un oui, peu oui. fait du même bois dans le côté un peu mélange de trucs, enfin tu vois, deep lore, mais en même temps image ultra forte. Enfin, je suis curieux de voir ce qu'il va Ouais. faire. Peut-être que ça sera ma porte d'entrée, tu vois, finalement. Cool, ok, merci. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est dommage parce que, juste très rapidement, elle avait, je trouve, une superbe scène d'action, Nia DaCosta, sur The Marvels, il y avait une scène d'action que j'ai trouvé vraiment superbe et très inventive avec les pouvoirs, et c'est pas un film que j'aime particulièrement, mais il y avait une scène qui était super intéressante, justement cette façon de filmer très faussement portative, qui mélangeait de la téléportation, des trucs et tout. Et ouais, dommage qu'il n'y ait pas eu cette grande scène d'action d'éclate qui aurait pu se caser un moment dans le film, effectivement. Au final, sa belle scène d'action, c'est la scène de danse Ouais, avec du Iron Maiden, quoi, tu vois, mais c'est assez, c'est un truc intéressant, c'est que le film, par exemple, ne donne pas dans un côté un peu spectaculaire, même dans son troisième acte, et même, alors certes, c'est quand même une sorte de troisième acte assez explosif, il y a littéralement des flammes, etc., mais je veux dire, il y a pas de combat, par exemple, entre non, Samson et Jimmy. Et, on ouais. voit même pas comment ça se résout, on comprend pas trop comment il arrive sur la croix, on revoit pas vraiment non plus. J'ai dit d'ailleurs Kelson, mais je me suis peut-être trompé, mais je pensais à Samson, bien sûr. Il y a tout un espèce de truc qui se passe hors champ, qui est assez curieux Oui. pour un film qui a pas de mal à montrer l'horreur par ailleurs. Mais du coup, il y a aussi en même temps un côté assez mature, je trouve, là-dedans, dans l'idée qu'on n'en a pas forcément besoin et que c'est pas forcément le propos, et que du coup, cette franchise, en tout cas dans l'incarnation des deux premiers films, se permet parfois des espèces d'à côté ou des petites originalités que je trouve vraiment intéressantes, pour pouvoir mieux embrayer sur des idées peut-être plus profondes, ou c'est quand même assez terrifiant, ce pauvre Jimmy sur la croix à l'envers, qui ouais j'allais dire qui se rend compte de son erreur. Je sais pas si c'est exactement ça, mais il y a quand même quelque chose je pouvais pas m'empêcher d'avoir quand même un minimal mab pour lui, tu vois, alors que bon, Ouais. c'est quand même un personnage proprement détestable. Et voilà, quoi, on a envie d'en savoir plus. Donc c'est assez curieux les choix qu'elle opère de montrer certains trucs, pas d'autres. Il y a deux, trois autres trucs aussi qui m'ont posé question. Par exemple, quand Spike demande à... Je ne sais même pas si elle a un nom, mais du coup, à un moment, il y a une autre femme enceinte qui semble avoir été castée pour ressembler comme deux gouttes d'eau à Jodie Comer, qui était Oui. du coup
Enfin, c'est troublant, quoi. Il y a vraiment cette idée que du coup, c'est l'image de sa mère, etc. Donc là aussi, on retrouve un peu peut-être les trucs de Garland où t'es en mode, bon frérot, j'ai compris. Mais, euh, mais du coup, il y a des caractérisations qui m'échappent un peu. Et il y a effectivement des mises en scène qui sont, je trouve, un peu étranges, notamment tout ce qui se passe dans cette grange qui est assez interminable et où il y a un personnage qui observe un peu sans rien faire pendant des minutes entières et d'un coup ça se décide, tu vois, sur un coup de tête et ça part en couille et il y a un lance-flamme et genre c'est très bizarre quand même, hein. Et je me suis demandé est-ce que c'était elle qui voulait tenter du coup justement d'aller dans ce côté un peu changement de tonalité, truc un peu foufou, et en même temps truc gore, mais qui arrivait pas parce qu'au final il y a un côté quand même, c'est quand même très violent, c'est très resserré aussi, donc on n'a même pas le temps finalement d'avoir comment dirais-je, un espèce de souffle un peu cathartique derrière tout ça, c'est quand même très space. Donc j'ai trouvé quand même qu'il y avait deux trois moments un peu zarbe, même quand cette fameuse nana dont je parlais tout à l'heure met un coup de pied dans les couilles de ce pauvre Spike. Je crois que c'est ça. Enfin, il y a vraiment un côté un peu cartoonesque là-dedans. Toute cette scène-là, je commençais un peu à commencer à douter du film, je dois dire. Et en fait, il y a vraiment ce côté, quand il trouve Kelson, qui en fait m'a ramené un peu vraiment dedans, quoi. Ça allait, hein, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées avant, il y a plein de bonnes idées après. Mais je trouve qu'il y a un truc qui marche pas trop dans la gestion de cette famille-là, qui serait juste à côté, mais qu'on n'aurait pas vu avant. Enfin, ça aurait peut-être gagné à être. On voit qu'ils ont quand même un espèce d'enclos. Et ça manque un peu d'incarnation, quoi. Je sais pas si tu l'as senti comme ça, mais ça Si, faisait si, un, si, si. ça faisait un peu scène d'introduction, mais c'est là où. Enfin, mais c'est pas au début d'un film, quoi. Tu vois, c'est un peu au milieu du Ouais. film, ça tombait un peu bizarrement, j'ai trouvé. Je vois vraiment ça comme une scène juste shock value, The Ouais. Last of Us, tu vois. Ouais, 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 bah c'est grave l'esprit Last of Us pour le coup, c'est vrai, ouais. Ouais. Ouais, ouais, t'as raison. D'ailleurs, il y a, si vous avez l'occasion, il y a une conversation que j'ai trouvée quand même assez intéressante. Alors moi, j'aime vraiment pas trop, je sais plus son nom, Druckerman, non? Comment il s'appelle? Neil Druckmann, ouais. Ouais, Druckmann, merci. J'aime vraiment pas trop le type, mais il y a une conversation hyper intéressante dispo sur YouTube entre Garland justement et lui, et où ils parlent de beaucoup de leurs inspirations et de beaucoup de choses en commun. Et si vous avez l'occasion, bon, c'est qu'en anglais, mais c'est hyper intéressant, je trouve. Et ouais, j'ai vraiment vu ça comme juste du. Par contre, je me demandais jusqu'où ça allait aller, effectivement, mais Ouais. comme une scène shock value, The Last of Us gratuite. Et effectivement, dans la façon de montrer certaines choses et pas d'autres, c'est assez surprenant et assez intéressant. Quand ils commencent à dépecer, on voit pas, et ensuite après on voit les corps comme si en fait on les avait déjà vus, ils étaient là depuis tout à l'heure, ils sont pas floutés, ils sont pas trop dans le fond, mais ils sont juste là. Mhm. Euh, Il y a certaines idées comme ça, moi, visuelles, qui m'ont un tout petit peu fait tiquer. J'en parlais tout à l'heure sans vouloir spoiler, mais une des toutes premières scènes du film, c'est un infecté vu par les yeux de Samson Ouais. et qui a une espèce de tête bizarre visuellement. Non, c'est un humain, pardon, qui est vu des yeux de Samson et qui a une tête d'infecté, du coup, Ouais. et j'ai trouvé ça hyper bizarre la façon dont c'était fait, jusqu'à une des dernières scènes du film où on voit donc Samson des yeux de Jimmy Mhm. avec des cornes de diable. Et pareil, je suis pas sûr qu'il y ait forcément besoin d'aller aussi loin dans des. Visuellement, je suis pas sûr que c'était nécessaire d'avoir les cornes, mais bon, je suis prêt à pardonner ce genre de. Je préfère un film qui essaye et qui va Ouais. peut-être un peu trop loin, plutôt que voilà. Moi, c'est toujours mon idée, mais Bah, je voilà. pense que t'as raison et qu'il faut le voir un peu comme ça. J'ai l'impression que c'est Ouais, aussi potentiellement une façon d'incarner tout le message du film autour de ce qui nous voile un peu l'esprit. Et peut-être que ce pauvre Jimmy, c'est dans sa mauvaise interprétation, ou en tout cas de ce qui est son interprétation de la religion, du coup ouais. va voir ça. Par contre, là où c'est plus intéressant, parce que à la rigueur, bon, j'avoue que je suis pas forcément méga fan justement de ce dialogue, au contraire de toi, mon cher Quentin, mais genre entre science et religion. Enfin, après, je trouve Ah que oui. justement l'humanité de Kelson a quelque chose de très réconfortant, alors que
c'est un personnage qui se dit lui-même athée, il me semble. Donc du coup, ça, c'était chouette à voir. Et j'ai beaucoup aimé quand même ce dialogue, même si ça fait pas forcément partie de mes petits kinks de scénariste personnel, mais je peux comprendre pourquoi ça a de l'intérêt. Mais là où je voulais en venir, avec le moment où, du coup, Samson explose la tête d'un mec, la tête de ce pauvre survivant, c'est que il semble se voir lui-même, en fait. On dirait que c'est un collage de la tête de l'acteur sur le Ah oui, tu personnage. penses, ouais. Et Hmm. ouais, alors à vérifier, Phobos était d'accord avec moi, j'ai pas revu le Ok. film depuis, mais j'avais l'impression que Moi non du plus. coup ça lui faisait voilà, les cheveux longs, le côté barbe, le côté enragé, et je me demandais s'il n'y avait pas tu vois, cette idée de virus qui du coup attaque la chose en essayant de se défendre, tu vois, un peu comme bah, voilà, ça va cibler certaines parties de ton corps, alors qu'en fait non, c'est telle bactérie qu'il faut attaquer, et c'est pas le reste de tel ou tel membre ou de tel ou tel organe. Et du coup, je l'ai vu un petit peu comme ça, peut-être comme une espèce d'explication de genre, on va rentrer dans son point de vue, et pour l'instant, son point de vue, c'est qu'il voit, et il y a une espèce de mécanisme d'autodéfense un peu primaire, tu vois, ou primal, je ne sais Ok. pas comment on dit, et il va cogner dessus, et après, il bouffe littéralement la matière grise, tu vois, Ouais. du cerveau, ça aussi, c'était chelou, quoi. Mais il y a vraiment cette idée de, ouais, du coup, t'absorbes la connaissance, quoi, tu vois, de ton ennemi, de ton adversaire. Il y a vraiment un truc, je trouve, ultra glauque et très barbare là-dedans. Mais ça m'a inspiré tout ça. Mais du coup, je voulais en parler justement Ok. avant peut-être qu'on conclue parce que je me suis dit, tiens, est-ce que les gens ont vu la même chose? Est-ce qu'ils se voient lui? Est-ce qu'il y a une espèce ouais, de psychose en fait, de mécanisme d'autodéfense qui se crée? Je sais qu'il y a je crois pas que ça soit très scientifiquement parlant, mais enfin, c'est très prouvé par la science, je veux dire. Mais c'est que je sais que par exemple, quand on voit certains trucs, tu sais, par exemple, la phobie des trous ou des trucs comme ça, il y a des gens qui disent que ce serait une espèce de réflexe un peu antédiluvien, de genre, on Hmm. a identifié ce qui ressemble de près ou de loin à ce qui peut nous donner une maladie, et donc un peu peut-être comme les corbeaux qui se réunissent autour d'un de leurs membres morts, tu vois, on a cette espèce d'instinct qui nous protège spontanément de certains trucs dangereux ou dégueulasses. Mais en tout cas, il y aurait à creuser, tu vois, parce que j'ai l'impression que ça va aussi dans le sens de est-ce vraiment un virus ou est-ce, tu vois, une sorte ouais, de truc, je sais pas, d'évolution qui aurait un peu loupé et on peut revenir en arrière, quoi, visiblement, Ouais. sur certains aspects. Mais du coup, est-ce qu'on est encore humain une fois qu'on revient en arrière qui est ce Samson, quoi? C'est ça qui va être super intéressant à explorer, je pense. Ouais, carrément. Et du coup, de nouveau, entre les mains de Boyle, il semblerait, hein, pour ce troisième et dernier et prochain film. Ça, c'est cool. Donc, chouette aussi de le revoir, là, c'est intéressant de le voir lui boucler, de boucler ça, ouais. Ouais, ouais. Et on espère une proposition, mais j'en doute pas, autant jusqu'au boutiste que ces deux films-là, de Qu'est-ce toute qu'il va nous façon. faire cette fois? Exactement. Et puis ben aussi rafraîchissante, ouais, comme on l'a dit, et je pense qu'on peut conclure là-dessus, qui nous propose quelque chose de nouveau, de frais, voilà, dans toute cette fatigue un peu, moi, j'adore les films qui sont ni des blockbusters, ni des petits films, en fait, tu vois, comme ça, qu'on a la chance de pouvoir quand même être, tu vois, de pouvoir faire un peu ce qui, entre guillemets, hein, ça reste quand même, voilà, un gros film Sony, mais ce qu'ils veulent, ce qu'ils essaient surtout là, dans une espèce de cadre. On est totalement dans l'épouvante horreur, mais c'est pas non plus dans des clichés de films. Ouais, j'adore l'horreur, mais c'est quand même très très souvent les mêmes codes, les mêmes types de films, surtout dans le zombie. Et là, de pouvoir. Et d'être pertinent plus de 20 ans plus tard. Ouais, Les mecs ont aussi, eux, évolué, vieilli de leur côté. Garland expliquait lui-même que enfin, c'est vraiment le regard, et je pense que c'est un discours assez classique. J'ai pas d'enfant, je me rends pas compte, mais en même temps, ça semble totalement cohérent et pertinent de se dire qu'il a fait ça parce qu'il a vu ses enfants grandir dans un monde dans lequel il avait peur de. Voilà, enfin, c'est con, hein, mais je pense qu'on revient là dans un truc très très 2020. ouais. Et en plus qu'il a écrit entre Men et Civil War, et je pense que même si on n'aime pas et Men et Civil War, et je peux
l'entendre, mais c'est intéressant et c'est cohérent de le situer par rapport à tout ça, tu vois, à ce Hmm. moment-là. Et voilà, très très, enfin vraiment, encore une fois, moi je pense que, je sais pas exactement, là c'est trop frais pour dire si je préfère celui-ci au précédent, je pense vraiment que je préfère quand même le 3. D'ailleurs le 3 que je préfère moi personnellement au premier maintenant, et que... Ça y est, il a Mais détrôné l'original. ouais, je pense. Franchement, je pense. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est rare ce genre de film comme ça, aussi aventureux, qui essaye autant de trucs et qui les réussit aussi bien, qui raconte autant de choses tout en étant quand même aussi bas du front. Bravo. Ouais. De ouf. Et ben, on se retrouve pour le troisième dans quelques années si tu as envie, avec plaisir. Eh ben, je suis très très chaud. J'espère qu'effectivement ça arrivera plus rapidement que quelques années d'ailleurs, hein, si ça peut arriver l'année prochaine, ou faire ça un peu tournage guérilla avec Boyle qui invente des nouvelles techniques de zinzin. Je suis très très chaud. Mais ouais, ça va être en tout cas une belle exploration à faire à suivre. Grave. Bah, merci beaucoup. Je t'en Et prie. puis, ben, tu veux peut-être faire un peu de promo ou... Ouais, je peux faire un petit peu de promo. Si vous aimez Warhammer et Star Wars, bah, Outrider et Land Rider, c'est toujours en ligne. On a même fait un Outrider il n'y a pas si longtemps, donc ça c'est cool. À l'occasion des 20 ans de la revanche des Sith. Euh, un autre film qui est bien, mais dans un tout autre style pour le coup. Et puis ouais, bah, mes bouquins sont toujours dispo chez Ferd. Je suis dans le dernier Métal Hurlant. J'espère en refaire un autre bientôt. C'est un peu en cours. On essaye de refaire ça avec Ronan Touloua, mon ami, euh, et camarade dessinateur de son état. Et puis bah, d'autres projets arrivent. Je peux pas trop en parler en ce moment, mais je suis sur un nouveau jeu. Il y a des projets BD aussi qui sont bien avancés. Donc j'espère que d'ici la fin de l'année 2026, on pourra en parler tous les deux et avec toutes celles et ceux qui me suivent depuis maintenant un moment, et ça fait plaisir. Et donc merci à toi Quentin de m'avoir encore une fois donné l'opportunité de causer. J'ai appris des trucs grâce à toi, et en plus j'ai parlé de deux films que j'ai beaucoup aimés, donc ça me fait plaisir. Je reviens quand tu as besoin de moi, quand tu veux. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci, avec plaisir. Et puis, ben, si jamais vous avez déjà deux podcasts précédents, un premier sur la franchise The Toxic Avenger, et surtout un gros film sur les 20 films qui ont marqué un autre collègue à toi, scénariste Robert Ospian, en 2025, fraîchement disponible aussi sur Rust and Dust. Alors j'ajuste encore quelque chose, hein, désolé pour certains problèmes techniques ou certains effets de montage sur les deux premiers épisodes. Ce n'est que le début de l'aventure, j'y suis encore quelques plâtres. J'ai déjà deux autres podcasts de près qui sortiront très prochainement. Merci pour vos premiers retours et puis ben à bientôt. Merci. Ciao tout le monde.